enfin, on arrive à enregistrer ma Soraya, Liuma. Marhaba bik, je suis ravie, comme je viens de te dire en off, de t'avoir, parce qu'on m'a parlé de toi et j'ai vu ce que tu as fait et tu as l'air une personne super inspirante. Et donc, j'ai envie déjà de faire, moi, ta connaissance et que l'audience aussi, et tous les jeunes Marocains qui nous écoutent fassent aussi ta connaissance de c'est qui Soraya El Joundi. Vraiment dans une démarche d'apprentissage, de pas faire les mêmes erreurs que nous on a fait et de peut-être aller de l'avant et plus rapidement, plus efficacement. Donc je vais pas te faire trop de pression. C'est clair. La première fois que je fais une aussi longue tirade, je sais pas pourquoi, mais bon, on est vraiment comme si on prend un café ensemble. Ça marche, ça me va très bien. Donc je te laisse, Soraya, comme je fais avec chaque invité, te présenter. Comme toi, aujourd'hui, tu t'identifies, Soraya, le 24 mai 2022. Comment elle s'identifie, comment elle se voit. Et après, on va essayer de creuser un petit peu sur tes expériences perso, pro. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime et tout ça. Ok, Vas-y. waouh. Ouais, de beaux sujets. Écoute, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis vraiment hyper contente et de pouvoir connecter un petit peu avec le Maroc, qui me manque beaucoup vu que je suis de nouveau installée en France depuis 5 ans maintenant. Et ça me fait beaucoup de bien, rien que d'entendre parler un petit peu d'Elija et puis de reconnecter avec la joie et la spontanéité marocaine que je retrouve pas Marhaba. toujours à Paris. Ça me Donc fait plaisir. merci beaucoup pour ça. Alors, qui c'est Soraya Joundi aujourd'hui? C'est très difficile pour moi de répondre à cette question parce que je crois que je cherche toujours la réponse. C'est évolutif. À chaque fois, je crois que j'ai trouvé un petit bout et puis ça repart dans d'autres directions. Mais s'il fallait que je résume, je pense que je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions et qui n'arrive pas à se satisfaire des réponses qu'elle reçoit. Donc, je vais toujours pousser plus loin. Quand j'étais au Maroc, par exemple, j'ai toujours vécu, je suis marocaine, c'est juste que ma mère est marocaine de France et mon père est marocain du Maroc. Donc j'ai l'habitude de dire que je suis de culture franco-marocaine, mais de sang, biologiquement, je suis Maghrébi. 100% maghrébi. Et ce qui se passe, c'est que le fait d'avoir un petit peu ces deux angles de vue fait que j'ai toujours eu un regard un peu décalé. Quand je vivais au Maroc, je voyais des choses que des Marocains ne voyaient pas Vous voyez forcément. pas? Et de retour en France, je vois des choses que les Français ne voient pas forcément. Donc, je suis toujours un petit peu décalée. Et au Maroc, par exemple, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était cette espèce de truc ouais, c'est le Maroc, c'est comme ça. Est-ce que tu veux changer? C'est pas les États-Unis ici, c'est comme ça ici. Ça fait rien à faire. Défaitiste. Un peu défaitiste, un peu la fatalité de c'est comme ça, ouais, ça fait, c'est chez nous, sois contente, c'est sympathique, mais ça fait. C'est pas les États-Unis, il faut pas trop essayer de faire changer les choses. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. Ce côté de, ok, la situation est comme elle est, et puis c'est notre pays, et ouais, ça fait. On prend notre petite étaye et on continue notre vie. Ça m'a beaucoup dérangé. Surtout d'entendre ça, bon, chez des personnes plus âgées, quand moi je voulais proposer des choses, mais aussi chez des plus jeunes. Qui disaient, ouais, tu sais, c'est compliqué ici, on peut pas faire ce qu'on veut, ça serait mieux si on était à l'étranger. Ça, c'est quelque chose qui me rendait très triste. De me dire, mais qu'est-ce qui fait que dans ce pays où il y a plein de choses extraordinaires, il y a plein de gens, mais incroyables, ben, il y a cet état d'esprit de c'est comme ça. On peut rien faire. Et c'est ça qui m'a donné envie d'apporter un truc qui, moi, m'avait beaucoup inspiré à l'époque, qui sont, bah, que tu connais, les conférences TED et TEDx, parce que justement, le boulot de ces conférences, qui sont d'abord américaines, parce que l'esprit américain, c'est tout est possible. On s'en fout de tes études, on s'en fout de combien d'argent tu as, on s'en fout de quelle famille tu viens, tout est possible. Je me suis dit, cet état d'esprit-là, est-ce qu'on pourrait l'apporter au Maroc? Voir si ça change quelque chose. Le truc à l'américaine, quoi. Bah, ce mindset de c'est possible, je crois en moi, je vais y arriver. Même si le système, la société me dit que ce n'est pas possible, moi, je crois que c'est possible et ça peut faire changer les choses. Et c'est ça qui m'a amené à essayer d'identifier au Maroc qui étaient les gens qui, eux, disaient ouais, moi je veux changer les choses, ça ne me va pas. Je n'aime pas ce que je vois, je vais agir à mon niveau et faire ce que je peux.
Et c'est ça qui m'a reconnectée avec le Maroc qui, moi, m'inspire énormément. Des personnes qui n'avaient pas forcément une éducation, qui venaient pas forcément d'un grand milieu, qui n'avaient pas forcément les bons noms de famille pour avoir les bonnes relations, les bonnes connexions, Ah qui oui, on arrivaient connaît ça. à faire bouger. Mais c'est ça que j'entendais souvent. C'est j'ai pas l'argent, j'ai pas le nom de bon de j'ai pas la bonne famille, j'ai pas fait les bonnes études. Hein, Et hein, ben non, hein. j'ai réussi à trouver des gens qui avaient pas fait grand chose, mal, qui avaient pas la chance d'être nés une cuillère dorée dans la bouche. C'est ce que Ouais, j'entendais ouais. beaucoup Hein, hein. et qui ont quand même fait des choses à leur niveau. Et c'est ça qui m'a motivée. Me dire, tiens, en les mettant sur scène, en leur faisant partager leur message, peut-être que ça pourrait en inspirer certains de dire si lui il l'a fait ou elle l'a fait, peut-être que moi aussi je peux le faire en fait. Et c'est Bien que dans sûr, la tête. bien sûr, bien sûr. Donc si pour boucler avec Je, ce que... Hmm. je peux revenir un petit peu sur... C'est génial ce que tu dis, et ça, on va revenir un peu plus tard parce que ça m'intéresse beaucoup. Autant que toi, franco-marocaine, née en France et Hmm. retour au Maroc, ça doit être super intéressant à discuter. Je pense qu'il faut qu'on se bloque 15-20 minutes pour en parler de cette expérience-là. Ouais, Mais je reviens, Soraya, née en France. Dans ouais, quel milieu t'es née? Comment tu te sentais? Crise identitaire ou pas? ok. Euh, Tout un c'est quoi, programme. c'est quoi tes rêves et tes ambitions, enfant, adolescent? C'est quoi, Ah, c'est qui ok. Soraya? À ce moment-là, avant À que tu ce aies 15 ans. moment-là, ah, c'est... je suis née en France, Où mais ça déjà? je suis née à Paris. Donc, je Paris, suis de ok. retour à mon lieu de naissance. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de hasard dans les lieux de vie qu'on se choisit. Je suis née à Paris, mais en réalité, j'ai pas beaucoup vécu petite. J'ai grandi aux îles Canaries, en Espagne. Ça a été ma Ok, première terre d'accueil jusqu'à mes 6-7 ans. Et c'est ok, qu'à l'âge de 6-7 ans que j'ai posé mon pied pour la première fois au Maroc, à Agadir. ok. Tout En simplement face. parce que, voilà, si on passe en face, c'est facile. Pas trop dépaysant en soi, mais quand même, je parlais espagnol. J'ai perdu mon espagnol pour apprendre à parler français et pas vraiment arabe, parce que j'ai été mis dans le système français. Ouais. Et puis même avant ça, le système français en réalité, non, j'étais mis dans le système, dans l'école marocaine au début. Mais à Mhm, l'époque, parce que je suis plus toute jeune, à mhm. l'époque, on va repartir 30-35 ans en arrière, le système marocain, l'école, les professeurs avaient le droit, quand tu n'apprenais pas bien, que tu n'étais pas sage, de te dire, tu sais, la baguette, donner un petit coup sur les mains. Ouais. Et ça, moi, apparemment petite, j'ai pas du tout supporté. Mhm. Parce que ça changeait complètement du type d'école où j'étais en Espagne. Et apparemment, je m'en rappelle pas, hein, mais mes parents m'ont dit que je rentrais en larmes tous les soirs, que c'était le cauchemar. Et je Ok. crois que c'est peut-être de là qu'est venu une espèce de premier contact avec le Maroc pas très positif. Ok. Où j'ai intégré que Il a l'école été c'était un peu dur. inscrit dans ton inconscient, même si tu te rappelles pas Voilà. très bien. C'est Mm. ça, il y a eu un truc un peu traumatisant de tiens, ce pays, on te tape quand tu fais pas ce qu'il faut. C'est une langue, on me demande d'oublier la langue que je sais parler pour en apprendre une autre et c'est pas gentil la façon dont on me demande de le faire. Donc Ok. ouais, première réaction pas géniale. Ok. Ce qui fait que mes parents m'ont assez mis de vie dans le système français. Ok. Là, ça a été un petit peu mieux dans la mesure où les Toujours à profs Agadir. avaient pas le droit de taper. Ouais, à Ok. Agadir. Ok. Et depuis là, depuis de 7 ans à 18 ans, je suis restée à Agadir. J'étais dans le système français, Paul Gauguin qui n'existe plus aujourd'hui pour le collège, et le lycée français d'Agadir qui a énormément grandi aujourd'hui, mais qui était tout petit à l'époque. On était une vingtaine d'étudiants. C'était vraiment le Club Med version école. C'était super. Et voilà, donc non, super. La vie à Agadir, moi je suis très fière d'être Gadiri. Mhm. Parce que j'adore l'état d'esprit, sans compétition avec Rabat, Casa, Marrakech, Tanger, Ils mais sont à l'écart, ils les font leur plus vie. cool, les plus cool et les plus sympas pour moi, c'est les Gadiri de loin. Non, j'aime beaucoup, beaucoup Agadir. Et Ok. résultat, 18 ans, direction la France pour mes études supérieures et Et commencer t'avais à quoi travailler. comme rêve, comme ambition à ce moment-là, Soraya? Alors, à 18, quand j'étais Ouais, en... genre l'adolescence, qu'est-ce qui te faisait rêver? Qu'est-ce qui t'animait? T'étais plutôt aussi manuel, t'étais intellectuel, t'étais artiste, t'étais quoi? Franchement, à l'époque, je crois que tout ce qui m'intéressait, c'était de dessiner. Ok.
de rester dans ma chambre à lire des bouquins, des polars, j'adorais les Agatha Christie et toutes ces aventures, résoudre des Ouais, énigmes, j'adorais Sherlock Holmes. trop J'étais cool. vraiment dans mon monde intérieur en réalité. Et j'avais beaucoup de mal à sortir, faire la fête, ça m'intéressait pas du tout. Ouais. À tel point que mes parents s'étaient un peu inquiétés et ils m'avaient trouvé, j'avais une sorte de nounou quand j'étais enfant. Ils ont demandé à cette nounou si elle pouvait pas m'emmener en discothèque. Parce Ah que oui, les carrément. jeunes de mon âge, ils aiment sortir en boîte, faire la fête le soir. Et parce que moi, j'y allais pas. Ça m'intéressait pas du tout. Je Ouais, préférais une rester tranquille à la introvertie maison avec mes bouquins. Une bonne éternelle. introvertie, exactement. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre parce que mes parents croyaient que c'était moi qui étais trop timide ou qui aimais pas socialiser ou qui avait du Mhm. mal à me faire des amis. En fait, non. C'est juste que j'aimais être tranquille le soir, vu que la journée, je voyais déjà beaucoup de monde à l'école et au lycée. J'étais posée. Mhm. Résultat, comme j'aimais beaucoup lire, ben, j'ai opté pour des études littéraires Mhm. en classe prépa. Mais les premières semaines, lorsque je suis arrivée dans le système français, ils appellent ça Cagne et Hippocagne. Première année, c'est Hippocagne. On était 60 dans la classe et l'enseignant nous disait que de toute façon, personne n'allait y arriver, qu'il y avait très peu de place pour intégrer les meilleures écoles, normales sup, etc. Et de toute façon, ces écoles, c'était pour des chercheurs de pointe ou des enseignants. Mhm. Et comme j'avais pas réfléchi à ça, moi je m'étais dit, mais attends, moi j'aime juste la littérature, je me suis pas dit je vais être enseignant ou chercheur, j'ai juste été dans des études qui a priori correspondent à ce que j'aime. Mhm. Je dis, ouh là là, il y a un problème. Donc j'ai regardé la salle d'à côté, où là c'était les étudiants qui se dédient aux voies économiques, plutôt profil école de commerce. Et eux, quand je discutais avec eux, ils me disaient, bah écoute, nous on sait pas trop ce qu'on veut faire, la voie économique, bah elle ouvre toutes les portes, c'est des matières qu'on aime bien, ça ressemble à celles qu'on a en bac quand on a un bac S ou ES. On a pris ça et on réfléchira après. Mhm. Je me suis plus reconnue dans cet état d'esprit et je me suis dit, bon, ok, très bien. Je vais Enfin. tenter le cursus classe prépa, plus pour les écoles de commerce. Ça a été super parce que c'est très intense intellectuellement. J'ai jamais été autant challengée de ma vie, Mhm. mais humainement très dur. C'est pas quelque chose que je recommanderais si on n'a pas un esprit très compétitif. Je crois qu'il y a d'autres façons d'être beaucoup plus épanoui entre 18 ans et 20, 21 ans. C'est quand même des Mhm. années précieuses pour nous. Donc Mhm. si aujourd'hui on me demandait conseil, est-ce que je fais classe prépa, c'est la voie royale, je suis le numéro un de ma classe, tout le monde me dit que je suis un génie, que je devrais partir en prépa ingénieur ou commerce, je dirais ok, mais quelle est la priorité? Est-ce que c'est d'abord un équilibre personnel, apprendre à se connaître, qui est Mhm. extrêmement important pour se lancer ensuite, ou Bien est-ce sûr. que c'est juste de suivre un cursus parce que c'est sur les rails et on se posera les questions après. Donc Ça, hmm, cette discussion, elle revient toujours quasiment bah avec oui, 90% des invités. Et nous, là, sur Jage Podcast, je l'appelle l'autoroute. Donc, exactement. moi-même, j'ai subi ce système de prépa parce que c'est le mieux à faire. Moi, j'ai fait mes études au Maroc et c'est pareil. Donc, tu suis le truc parce que tu es bon en maths, en physique, bah vas-y, tu suis le troupeau et c'est parti. Et après, au bout d'un moment, en fait, tu perds du temps, comme tu viens de dire. Parce que Ouais. tu te dis, tu perds 2 ans en prépa, 3 ans en école d'ingé ou autre. Et donc, tu te trouves à 5 ans dans les pattes, alors que tu te dis, ah, finalement, c'est pas ça ce que je veux. Ouais, bah c'est ça, à peu près ça. J'ai absolument autant j'ai aimé la classe prépa parce que intellectuellement super challenge et génial, très Mhm. bien. Autant j'ai détesté l'école de commerce, où je me suis absolument ennuyée au possible et je ne faisais que compter le temps, quoi. Pour dire quand est-ce que je termine, je vais la compta, ça m'ennuie. L'audit et la finance, ça me parle pas. Le marketing, c'est superficiel. Les ressources humaines, oui, mais dans la façon dont c'est utilisé, j'arrivais absolument pas à voir en quoi une école allait me permettre de trouver ce qui me plaisait. Ok. Et comment Vraiment, tu ça a continuais été en parallèle à vivre tes plaisirs? Tu continuais le dessin, tu faisais autre chose, tu t'es mis à... T'as des hobbies à côté? ouais, bah, ce que j'ai eu comme hobby et que j'ai toujours eu, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont très voyageurs et Ok. qui nous ont toujours encouragés, mon petit frère et moi, à avoir l'esprit ouvert, à être curieux et à voyager. Donc en école de commerce, ce que j'ai fait, c'est dès que je pouvais ne pas être en cours, je voyageais. C'est aussi simple que ça, j'ai essayé de voyager un maximum. Mon père a toujours travaillé avec la Chine et le Japon comme Ok. partenaires commerciaux. Donc c'est des pays qui m'attiraient énormément. Incroyable. Vu que je le voyais rentrer à la maison de ses voyages en Chine et au Japon avec des baguettes, des kimonos, à la maison on a toujours eu, tu vois, le couscous, la baguette, la paire de baguettes à côté, et mon père en Ah ouais? kimono et babouche pour manger ça. Et je dis, tiens, C'est tiens, pas il y a un vrai. truc, j'ai envie de connaître cette culture parce que ça a l'air fou.
Et donc oui, on a grandi, mon frère et moi, avec ce mix, cet apport de culture chinoise et japonaise. Et donc tous les deux, lui aussi C'est très d'ailleurs. rare quand même. C'est un sacré Marocain, mix. japonais, chinois, et c'est très différent de notre culture surtout. Ah, complètement. Bah, ce qui m'a beaucoup plu, justement, c'est que je me dis, waouh, c'est comme si j'allais sur une autre planète, d'aller en Chine. Je me Exactement. suis débrouillée pour faire un séjour de langue là-bas. J'avais commencé dans mes hobbies, j'étudiais le chinois, la langue, le mandarin. Mandarin, ouais. Et je me suis débrouillée pour faire un stage là-bas. Enfin, je faisais tout pour aller vers la Chine et l'Asie. Ok. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est là que j'ai compris la notion d'Orient. Quand on parle d'Orient versus l'Occident, donc tous les pays à l'Est, mais Mhm. en réalité, même si c'est un ensemble géographique, il y a des traits d'union et des points communs orientaux que les Marocains et les Chinois ont. Partage, ouais. Mais on partage totalement. La notion de famille est essentielle. La nourriture est faite pour être partagée. C'est plein d'assortiments, plein de plats et on mange ensemble dans le même plat. Ils ont l'équivalent de hammam. Je dis, mais c'est pas possible. Au lieu du savon noir, c'est une fleur à base de jasmin, donc la pâte est verte au lieu d'être noire comme chez nous. Je dis, mais c'est incroyable. Il y Bien a sûr. vraiment cette notion. La famille est très importante, contrairement à l'Occident. Donc Alors, finalement, on est plus proche de ah, l'Asie mais et de l'Orient que les Européens et les Américains. De loin. totalement, totalement. Un Chinois, par Ah, c'est une exemple. révélation là dans ce podcast aujourd'hui. Ah, mais oui, 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 mais qui m'ont permis de mieux comprendre des choses au Maroc, parce qu'au Maroc, à chaque fois que j'y retourne là pour aller voir ma famille ou je suis de passage, Mhm. si je demande mon chemin à quelqu'un, un truc très marocain, c'est tu vois la Vas-y. route là-bas, tu la Euh, prends pas, c'est celle d'après. mhm. D'expliquer la destination en disant ce que tu dois pas faire. Mhm. Moi j'adore, parce que ça c'est très marocain, mais on peut le retrouver en Chine aussi. De te dire, bah tu vois la route là-bas ou la boutique là-bas, c'est pas là-bas qu'il faut tourner, c'est celle d'après. Et tu te dis, c'est fou. On est sur quand même deux pays, deux cultures qui a priori n'ont rien en commun. Et dans les manières de penser, dans les manières de être, dans la famille, dans le rapport à la nourriture, ou même le rapport au corps, le hammam, etc., on retrouve ces éléments-là. Donc ouais, je me suis plus sentie à la maison en termes de proximité culturelle, d'avoir les bons codes en Chine, Mhm. que par exemple en France. Je suis revenue il y a 5 ans à Paris, après avoir vécu 7 ans à Casablanca. Et wow, c'était pas simple hein, de revenir, même si une partie de ma culture est un peu française. Ouais. Parce que il y a une spontanéité qu'on a au Maroc, je trouve, qui n'existe pas du tout à Paris, où on planifie tout, prend un café, ou rien que nous deux, tu as vu? On se trouve Hein. embarqués dans le système, où on a des créneaux d'1 heure à semaine près, et on doit tout programmer à l'avance. Impossible de se déplacer. Hyper Réserver au compliqué. restaurant, tu vois, rien que réserver au restaurant. Moi, j'ai envie de rentrer au Maroc pour ne plus réserver un resto. Mais c'est ça, il faut toujours planifier. Des amis que tu vois spontanément au Maroc, on se prend un petit qahwa, quelque chose. Ici, il faut programmer le rendez-vous à l'avance. Mais je me disais, attends, dans 3 jours, j'aurais peut-être pas envie de le voir. Moi, Mm. c'était spontané, j'ai proposé pour tout de suite. Et ça, voilà, c'est des choses qui m'ont beaucoup pesé. Ou même au Maroc, tu rentres, moi je suis d'Agadir, quand j'étais travailler à Casablanca, je Ouais. connaissais pas grand monde, j'ai une partie de ma famille, mais j'ai pas vraiment de connaissances. Tout de suite, mes collègues de bureau m'ont accueilli, m'ont dit on se prend un café après, tu es la bienvenue, on te présente nos familles, on se fait des choses ensemble. En France, je sais pas si c'est ton ressenti, mais moi, c'était à la limite, on me donnait un contact LinkedIn, c'était waouh, je te dis bienvenue, on reste en contact. Il n'y avait Ouais, on pas est du tout cet insignifiant. accueil. Ouais, Ah, ouais, ouais. c'est un autre rapport à l'autre, je trouve, à l'ouverture à l'autre. Il y a une autre chose, au Maroc, en général, nos maisons sont un peu plus grandes parce qu'elles sont conçues pour la famille à la base, elles sont conçues pour recevoir. Et c'est Bien sûr. important cet Mm. espace. En Mm. France, on est vraiment le noyau dur, c'est à des petits studios pour une personne, et si tu as de la chance et les moyens, tu peux avoir un peu plus grand. Mais il n'y Mm. a pas Mm. cette Mm. culture de recevoir chez toi, sauf des Bien amis sûr. hyper proches. Et tu vas pas Mm. faire un posage. Ici, t'as pas de Français qui va dire viens on fait un posage chez moi qui t'a rencontré il y a 2 jours, il dit allez viens à la maison, marhababi, que tu te poses, ça n'existe pas. Ça c'est Ouais, un truc qui ouais, m'a manqué. Les ouais, Parisiens ouais, se rencontrent beaucoup à l'extérieur. C'est pour ça qu'on adore les terrasses de café ici. Parce qu'il n'y a pas ouais. l'espace en plus à la maison, c'est pas conçu pour recevoir. Tu C'est vois, donc sûr, il c'est y a sûr, plein c'est de sûr, choses que c'est j'ai sûr. compris qu'en étant entre les deux pays, pour comprendre mieux la culture, la façon dont les choses sont construites. Et du coup, comment tu t'en sors déjà avec tes études et ton choix de carrière déjà? Je reviens dessus Euh, les avant études, d'aller vers le Maroc. bah, je m'ennuie énormément en école de commerce, donc je fais ce que je pense que beaucoup font. Je choisis une option par défaut, en me disant ça c'est le moins pire.
Moindre dégât. Exactement, c'est bon, à la limite, on fait ça et on verra. Donc j'ai Ouais. choisi de m'orienter vers la communication, et en particulier, ce qui m'avait beaucoup plu à l'époque, j'ai vu un documentaire dessus, j'ai adoré, c'était la publicité. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en publicité, tu travailles avec des créatifs, et moi, ça me fascinait d'être proche de créatifs, d'artistes, de réalisateurs, de photographes. Tu travailles sur plein de sujets différents, vu que tes clients peuvent être dans l'alimentation, les voitures, l'assurance, les organisations internationales. Donc, j'ai beaucoup aimé cette diversité. Et surtout, tu vois l'impact très vite. Quand tu lances une Mhm. campagne de pub, elle peut être les médias papier, elle peut être à la télé, elle peut être à la radio, elle peut être sur Internet. Et j'adorais ce côté retour sur investissement. Je vois très vite le résultat de ce qu'on a concocté en interne. Et donc, c'est Mhm. ça qui me plaisait. Travailler avec des artistes, des créas, toucher plein de sujets différents qui t'amènent à réfléchir qui est le consommateur, qu'est-ce qui le pousse à consommer. Donc, il y a une approche quasiment sociologique, anthropologique, et Mhm. l'effet rapide. Très vite, tu implémentes, tu lances une campagne, tu peux mesurer si elle fonctionne ou pas, avec toute la stratégie pour avoir un maximum d'impact. Ça m'a beaucoup plu. Et j'ai eu la chance d'intégrer une agence qui me faisait rêver à l'époque, qui s'appelait Saatchi Saatchi, une agence britannique. J'ai pu rejoindre leurs équipes à Paris. À Paris, ok. Moi j'avais postulé pour être dans ce qu'on appelle le planning stratégique, qui est plus la partie, je recherche les tendances de marché à venir, je comprends la dimension sociologique, beaucoup de Mhm. recherche. Et finalement, ils m'ont dit que j'avais plus un profil pour être ce qu'on appelle chef de pub, à Donc, savoir coordonner, opérationnel. plus opérationnel, et tu fais vraiment le chef d'orchestre entre le client qui va te briefer, les créas, tous les différents interlocuteurs, dont le planning stratégique, pour monter de bout en bout une campagne et la lancer. Mhm. Et en réalité, je me suis éclatée parce que je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'est justement la diversité des interlocuteurs et la dimension aussi humaine d'équipe, pas juste être enfermée toute seule sur mon ordi et pondre des rapports. Bien sûr. Donc ça m'a absolument régalée. J'ai pu bosser sur des campagnes de pub pour tout ce qui est belle fromagerie, donc la vache qui rit, Apéricube, Kiri. J'ai pu bosser avec Reporters sans frontières, par exemple. J'ai pu Mhm. bosser pour Toyota, les voitures. Voilà, tout un ensemble Ouais. de Donc, chaque clients et de nouveau projet, secteurs. c'est une nouvelle aventure pour toi, quoi. Exactement, et c'était super parce que j'adorais la dimension humaine, sociologique, de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on va acheter une voiture plutôt qu'une autre. Qu'est-ce qui fait qu'on Mhm. va consommer un apéricube plutôt qu'un chips. C'est hyper intéressant. Mhm. Mhm. Après, au bout d'un an, où je me suis régalée, j'ai pu bosser avec des photographes, des réalisateurs, des créas, enfin j'ai découvert énormément de choses. On était en réunion, grosse réunion pour lancer une nouvelle campagne. Tu imagines une grande table ronde au dernier étage du bâtiment, donc importante. Il y avait toute une équipe de Codir. chefs, équivalent codir, exactement. Tout le monde très sérieux. Bon, pas costume cravate, parce que dans la com, on peut être un peu cool, jean basket, mais quand même. Le client présent, le directeur artistique avec ses équipes créatives présentes, le planning stratégique présent, les différents chefs de pub présents, tout le monde autour de la table, avec au milieu une grande assiette, un morceau de fromage. On devait lancer une nouvelle campagne pour relancer sur le marché ce fromage qui était un peu oublié par les consommateurs. Mhm. 3 heures. On a réfléchi à comment on allait squeezer le morceau de fromage pour le rendre plus appétant, plus appétissant à l'écran. 3 heures, 20 personnes autour d'une Mhm. table pour lancer Mhm. un fromage. Donc, Mhm. c'est là, si tu veux, qu'il y a eu un déclic pour moi, de dire, Ouais. attends, autant de talent, de temps et d'énergie D'énergie. pour Mhm. lancer sur le marché un fromage, dans un marché où il y a déjà une multitude de fromages, est-ce que je gagnerais pas à mettre ces compétences-là ailleurs, dans quelque Mhm. chose qui aurait plus de sens pour moi? Bien Et ça, sûr. ça a été mon premier wake-up call, de me dire, il y a quelque chose qui va pas là, tu t'éclates, mais est-ce que en termes d'impact, c'est réellement ce que tu as envie d'apporter au monde? Est-ce que vraiment c'est ça auquel Ouais, tu veux ouais, dédier ton ouais. cerveau, ton énergie? Et là, je me suis dit non. J'aurais pu avoir une promotion, rester dans la boîte, parce que tout me plaisait, j'adorais, et me dire, bah, je refuse, je me retire, mais pour faire quoi à ce moment-là? Et j'ai décidé de prolonger mes études, de reprendre mes études pour faire un master en médias, communication et relations internationales. Grosso modo, utiliser toutes les compétences du monde de la com que j'utilisais moi, mais Mhm. les dédier au développement.
les dédiés à des causes plus humanitaires, qui pour moi avaient plus d'impact, qui comptaient Bien pour sûr. des vraies choses. Mhm. Et pour donner encore plus de sens à ça, bon, je me suis fait le plaisir, hein, vu que j'adore l'Asie et que je rêvais d'aller à Londres. Je me suis débrouillée pour que le master soit en 2 ans, une première année à Londres, une deuxième année à Shanghai. Donc encore culturellement Trop très cool. intéressante, faire une école de journalisme, c'était génial, mais culturellement pas forcément le meilleur choix, parce qu'aller étudier le journalisme en Angleterre, oui, pas de problème, les anglo-saxons, clairement, ont des choses à dire sur la liberté d'expression, Mhm. mais aller le voir également en Chine, c'est une toute autre histoire, la liberté d'expression et le Une pouvoir des médias. gymnastique. Bah, c'est pas les mêmes systèmes de valeurs. Là où en Occident, on va crier au fait que la liberté de parole soit bridée et que le rôle des médias et des journalistes soit de dire la vérité, en Chine, on te dit c'est normal que les médias soient Mhm. bridés, c'est pour préserver l'harmonie du pays. Nous sommes un pays beaucoup trop grand, donc quel est le plus important, l'harmonie ou la vérité? Et Mhm. là, ouais, ça fait réfléchir très différemment sur finalement quelle est la finalité et le rôle des médias en fonction de Mhm. où on se trouve, du contexte, etc. Bien Et sûr. donc enrichissant parce que tu as encore une fois un regard décalé. Mhm. Toujours. Il n'y a pas une vision unique, il y a plein d'approches différentes en fonction de où on se trouve et dans quel contexte culturel. Bon, tout ça, vu que j'étais dans ma quête de sens, hein, n'est-ce pas, bah, je me suis dit au bout de ces études en communication et développement, bah, pour avoir réellement de l'impact, je vais rentrer au Maroc. Parce que c'est là que ça a du sens, d'aller apporter ces compétences-là bah, dans mon pays. J'ai eu la chance de faire des études à l'étranger, d'être formée, d'avoir une expérience à l'étranger. Il est temps de give back à Mhm. mon pays. Et donc j'ai À quel choisi âge t'as décidé ce give back? T'étais très jeune quand même. le give back, non pas tant que ça. Quand je suis venue au Maroc, j'avais 26-27 ans. Ok. 27. Oui, mais ça reste très jeune. Généralement, les gens, ils pensent au give back à 50 ans, quoi. Ah ouais? Ah non, 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 moi j'ai Mais toujours... je pense, nous, notre génération, heureusement, c'est un On y peu est plus tôt. sensible, je C'est un peu crois, hein. plus tôt. Ouais, ouais, on y est sensible. En tout cas, moi, j'ai toujours grandi avec cette idée que j'étais privilégiée, là où d'autres ne l'étaient pas forcément, et Bien que d'une sûr. manière ou d'une autre, c'était important de faire profiter de cette chance que j'ai eue, parce que moi, je suis juste née. Je n'ai Bien rien sûr. fait Bien pour sûr. Bien mériter sûr. la vie que j'ai eue, la famille dans laquelle je suis arrivée, etc. Donc, C'est clair. pour moi, c'était important, en termes de Mm, sens, mm, de mm, venir dans mon pays d'origine. Et donc, j'ai choisi une boîte marocaine, qui est le groupe OCP. mm. Mhm. Donc là, encore une fois, Pourquoi ce choix? choc des cultures assez puissant. Ben parce Quand que, on fait Shanghai, OCP, ouais, ça doit être quelque justement, chose. c'était un petit peu compliqué. Et puis Agadir Casa, hein. J'ai pas Hum, choisi le plus simple en termes d'adaptation culturelle. J'ai choisi le groupe OCP. Pourquoi? Parce que, eux sont tout simplement très demandeurs d'une diversité de profils marocains. Et ça m'a touchée. Parce qu'ils pourraient recruter, vu que c'est une boîte internationale, ben, des talents du monde entier. Et ils mhm, mettent une emphase sur on prend des Marocains de talent. C'est ça le mhm, plus important pour nous. On reste une boîte marocaine. Même si on est présent dans le monde entier, on reste marocain. Donc mhm. ça m'a touché comme discours. Le fait que ça soit une boîte marocaine présente à l'international, parce que je me suis dit, étant au siège, il y aura certainement l'occasion de rayonner un peu partout au monde, donc c'est super. J'ai que les avantages d'une boîte internationale en plus dans mon pays. Parfait. Mhm. Et en plus de ça, il y avait de beaux challenges à l'époque parce que j'étais recrutée pour contribuer au lancement de la première direction de la communication du groupe, qui Ah n'avait oui, jamais réellement eu de direction de communication à proprement parler. donc c'est une Donc, création bah, c'était une création. Et au pour sein moi du qui groupe, étais toute jeune, c'était un beau challenge. Je me dire, tiens, je vais faire partie de l'équipe qui va créer ça, mais professionnellement, c'est super. bien Je vais sûr, beaucoup plus apprendre que si je rejoignais une structure déjà existante où on rentre un peu remplir une case. bien Donc, pour sûr. toutes ces raisons-là, je me suis dit, tiens, bah, ça paraît être une belle aventure. Même si Casa, honnêtement, m'attirait pas du tout. Moi, étant Gadiri, j'ai pas eu trop l'occasion d'aller à Casa. Et les peu de fois où j'allais, c'était pour aller faire des compétitions de sport au lycée Lyoté. Et j'ai l'impression que c'était grand, qu'on était anonyme. Agadir, c'est une culture très berbère, donc qui est dans la discrétion, on n'est pas show-off. Les marques, ça nous intéresse pas, on s'habille simplement. Mhm, mhm, Euh, à Casa, j'arrive, les filles sont maquillées, brushingées, manicurées, on fait attention aux marques qu'on porte. Je me dis, tiens, c'est très mhm, différent. mhm, mhm, Bon, mhm. après, intéressant, parce que j'ai été regarder l'histoire de Casablanca versus celle d'Agadir. Agadir est une région berbère et dans une région berbère. Donc, de Bien sûr, fait, cette culture est très présente. bien sûr. Contrairement à Casa,
qui a toujours été une culture plus brillante, flamboyante, de sortie, de show-off. C'est vraiment l'identité de Casa, hein. C'est pas quelque Mhm. chose de superficiel des dernières années. Ça a été une grande ville de fêtes, de soirées, où les gens sortaient se montrer et s'habiller pour ça. Quand je l'ai compris, ça m'a un petit peu réconcilié avec la ville en me disant bon bah c'est son identité, c'est pas juste que les gens sont superficiels, c'est Mhm. vraiment ça Casa. C'est un peu comme LA. Exactement. LA, c'est une énergie où on soigne son apparence, on va se montrer. Agadir, c'est l'inverse. C'est un peu, on est chez soi, on est pisse, tu vois. On s'en fout C'est des clair. autres, on se prend pas la tête. C'est pas du tout la même chose. Mais il Mhm. m'a fallu un petit temps Donc, choc d'acclimatation. culturel. Ouais, Oh non. franchement, le plus dur, ça n'a pas été finalement de faire Paris-Shanghai ou Agadir, tu vois, Maroc-Chine. C'était Agadir-Casa. Mhm, C'est mhm. un des plus gros chocs culturels que j'ai eu. Et Incroyable. effectivement, Shanghai ou monde d'agences de pub, à direction de la communication, groupe OCP, grosse institution, d'ingénieurs marocains, ancienne administration française, devenue marocaine, très masculine aussi. Donc si tu veux, moi quand j'ai débarqué, on m'a dit mais tu es un nana de la com, c'est quoi? C'est les prospectus, c'est les petits fours pour les journalistes, c'est ça? Et non, 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 il y a une vraie stratégie, une vraie identité, il y a des messages forts, enfin il y a tout un travail. Donc il y a eu un gros travail en interne aussi pour faire comprendre à quoi servait une direction de la communication, parce que c'était pas forcément évident. Bien sûr. Donc ça a été, je suis restée 3 ans à la direction de la communication du groupe OCP, et c'était génial parce qu'on est parti de rien, avec un site internet à peine fonctionnel, Mhm. à une galaxie de sites internet, une vraie identité de marque avec un logo fort, implémenté à tous les niveaux, nationaux, régionaux, internationaux, une vraie stratégie réseaux sociaux avec une cellule de veille. Enfin, grosse Tout évolution. l'écosystème. Ouais, donc pour moi c'était très cool parce que je me suis dit, mon Dieu, je serais restée en France, j'aurais intégré n'importe quelle autre boîte, la direction déjà formée, j'aurais jamais autant appris. C'est Bien sûr. super. Bien Donc sûr. évidemment, c'est plus dur quand tu pars de rien et qu'il faut faire comprendre en interne, mais au final, tu apprends tellement plus. Je me suis régalée. Mhm. Et comme une partie de moi qui était plus dans la créativité, qui était plus dans bah, c'est quoi ce Maroc où je suis maintenant, là où j'entends tout le monde me dire le Maroc c'est comme ça, fait pas trop de bruit. Bah, si tu veux, c'est à ce moment-là tout ce que je pouvais pas exprimer au travail, parce que c'était quand même un cadre OCP un peu sérieux, un peu process, je l'ai Mhm. exprimé à travers le TEDx Casablanca. Ça a été ma Ok. soupape pour connecter avec des gens du terrain, hyper inspirants, et monter mon propre projet à moi pour avoir Une vie l'impression de... parallèle. Ouais, exactement. Et je crois que c'est très important. J'ai pas la. Je ne crois pas. Je crois que c'est une erreur de croire qu'une activité professionnelle peut nourrir tout ce qui nous fait du bien. Non, non, c'est C'est une sûr. partie, mais pas tout. Et que c'est important à l'extérieur de ça d'aller cultiver bah, ce qui nous appelle, notre curiosité, ce qui nous fait envie. Et moi, ça a été vraiment superbe aventure, le TEDx Casablanca. Et le plus drôle dans tout ça, Comment ça a commencé? comment ça a commencé? Bah, déjà, je connaissais pas, moi, les conférences TED, il y a quelques années. Ok. Et c'est quand j'ai fait mon master entre Londres et Shanghai qu'il y a certains des profs qui nous renvoyaient des vidéos TED en disant, mais regardez telle vidéo, telle vidéo. J'ai dit, ah ouais, c'est cool, en 18 minutes, un gros résumé d'un gros sujet, ça me plaît, c'est facile. Et puis c'est inspirant. Je ne savais pas à l'époque qui c'était les rois du storytelling, donc ils avaient une façon De faire. d'embarquer, de capter l'attention. Mais j'étais en mode, c'est super pédagogiquement, j'adore. Et c'est Hmm. inspirant, c'est sympa. Mais donc voilà, j'étais restée sur TED, outils pédagogiques pour améliorer mes leçons, quoi, mes cours. À aucun moment je me suis dit il y a autre chose derrière. Hmm. Et quand je suis rentrée au Maroc, j'étais un peu sur Twitter et les réseaux sociaux pour regarder un petit peu bah, qui faisait du bruit au Maroc, elle était où la twittosphère, la tweetoma. Et je vois passer TEDx Casablanca dans une petite bibliothèque. Je me suis dit ah là là, ça c'est à la marocaine. Ils ont voulu prendre un concept américain, ils ont mis un X et ils se sont dit allez on va se faire un TEDx avec Casa derrière, on va voir. Je me suis dit c'était vraiment un petite appropriation marocaine, tu vois, on se fait un délire à Ok. partir du TED. Et quand j'ai été rencontrer l'équipe, enfin j'ai été voir l'événement TEDx Casablanca à l'époque, il y avait quelques intervenants, j'ai adoré parce que je venais d'arriver. Mhm. J'avais quitté le Maroc pendant 7 bonnes années, 8 bonnes années quand même pour mes études, mon temps de vie en France, etc. Et puis à l'étranger.
Et j'avais perdu de vue un peu le Maroc, tu vois. Moi, je venais d'Agadir, je connaissais pas Casa, et puis je savais pas qui étaient les gens qui étaient sur le terrain, qui étaient activistes, qui étaient engagés, qui étaient Ouais. entrepreneurs. Donc ça, je Faudra me dis, redécouvrir son propre pays, se réintégrer dedans, quoi. c'est exactement ça. Je me dis, mais Mhm. c'est canon, parce qu'en une soirée, sur un plateau, j'ai tous les gens inspirants qui ont été identifiés et qui me font me connecter au Maroc d'aujourd'hui et ce qui bouge. Et en plus, dans un format inspirant, chacun un tour de parole, etc. Mhm, 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 Et mhm. quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est super ce truc, je veux voir comment je peux aider. Et à l'époque, j'ai juste approché le fondateur, ils étaient deux à l'époque, il y avait Reda et John Toutain. Et on m'a dit, ben, je viens d'arriver, j'ai un job là au groupe OCP et je suis en train de voir ce que je peux faire à côté. Franchement, si vous en organisez d'autres, je suis là, à titre bénévole, pas de problème. On dit, bon, bah, tu sais, c'est un format qui a lieu tous les ans. Donc là, c'était l'édition de cette année. Si on voit qu'il y a de la demande, peut-être qu'on réitérera l'année prochaine. On te dira, mais on est content que ça t'ait plu. Donc bon, je suis restée là-dessus. Tu vois, on dira, ah, c'est dommage, c'est juste un an. Ils m'ont dit, oui, c'est une licence, TED, TEDx, un événement par an, on peut pas faire plus. Mais l'idée, c'est de réunir des personnalités inspirantes et de les accompagner pour qu'elles pitch, si tu veux, qu'elles racontent en storytelling leur histoire. Storytelling. Ok. Donc je me dis, ok, bon, bah tant pis, c'était super, on verra. Puis la chance que j'avais, c'est que on est arrivé déjà vers la fin d'année. Et le hasard, même si j'y crois pas beaucoup, a fait que John, qui était consultant à l'époque, s'est retrouvé en mission groupe OCP, quelques mois plus tard. Et donc, comme il était là, il m'a contacté, il m'a dit, ah, salut Soraya, je me rappelle que tu bosses ici, bah, si tu veux, on peut se retrouver pour déjeuner, et tu me racontes ce que tu fais, je te raconte ce que je fais. Et je lui redis, bah, tu sais, TEDx d'il y a quelques mois, ça m'a vraiment plu, est-ce qu'on peut remettre ça? Il m'a dit, bah, écoute, si t'es motivé, on est en train de remobiliser l'équipe, et c'est parti, on remet ça pour cette nouvelle année. Et Mhm. c'est comme ça que l'aventure a démarré. Au Trop début, bien. j'étais juste en charge de la com, hein. Forcément, c'était ma casquette à l'époque. Donc plus de voir comment on allait faire connaître l'événement, faire parler, quels médias seraient partenaires, etc. Mhm. Et puis j'ai tellement aimé que je suis rentrée après dans la partie plus coaching des intervenants. Tu vois, comment tu racontes ton histoire pour que déjà moi elle me parle et ensuite la diffuser au plus grand nombre. Bien sûr. Plus j'ai tellement aimé que je suis montée et je suis devenue ce qu'on appelle co-curatrice. Savoir, tu sélectionnes les speakers qui, selon toi, sont pertinents. Tu choisis une grande thématique et il y a ce travail d'accompagnement pour que les speakers puissent briller sur scène vraiment en étant hyper inspirants. Et c'est comme ça que je suis devenue Super. co-curatrice avec John Toutain, en l'occurrence, du TEDx Casablanca. On a fait 5 éditions en commençant avec 50 5 ans. personnes et on a terminé avec plus de 1000 personnes de mémoire. Incroyable. Ouais, et c'était super. Ça a été une Incroyable de mes comme plus belles aventures. aventure. Et Ouais. tu sais que l'ironie du sort, c'est que quand je suis revenue en France après et que je valorisais mon expérience comme OCP, TEDx Casablanca, qu'est-ce qu'on retenait le plus? TEDx Casablanca. Je Edith. disais, mais non, mais c'est dingue. J'ai choisi une grosse boîte internationale, on a monté plein de trucs de fous. Et en fait, mes recruteurs ou les gens avec qui je discutais, c'était tout de suite, ah ouais, TEDx, comment ça s'est passé? Tu faisais quoi concrètement? Je dis, mais c'est quand même marrant. Mais tout ça Ouais, pour parce dire que que un c'est hobby très peut emmener très connu, loin. quoi. Ouais, ouais, Bah, ouais, ouais, ouais. surtout juste avoir un hobby, tu vois, parce que parfois ça te développe tout un set de compétences Mhm. qui sont plus valorisées que des compétences classiques que tu peux voir en entreprise. Je suis pas en train de dire que Bien les deux sûr. sont exclusifs, mais le fait que j'ai une casquette com plus corporate, institutionnelle, plus une casquette TEDx, ça montre le côté entrepreneurial, ça montre le côté coaching, prise de parole en public, ça montre le côté storytelling, ça montre le côté sentir des thématiques qui sont dans l'air du temps, être à l'écoute aussi du monde dans lequel tu vis. Et ça, je le savais pas. Donc, je savais Mm, pas le mm, valoriser professionnellement. Et c'est les personnes qui réagissaient, mes recruteurs, qui me le montraient en me disant, mais il y a aussi ça, 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 en fait, que tu sais faire. mm, Monter mm, un mm. événement, mobiliser des équipes, trouver des partenaires, lever des fonds, moi, je le voyais pas. Parce que quand tu fais à titre Ouais, bénévole, tu dis, ouais, bah, je fais ce que je peux, en fait. J'ai ouais. pas compris qu'il y On avait un... aide comme on peut. Exactement, tu te débrouilles comme tu peux. Et en réalité, l'expérience OCP a été super d'un point de vue professionnel dans une institution. L'expérience TEDx ça a été super d'un point de vue entrepreneurial. La preuve en est que je me suis servi de cette expérience pour intégrer ensuite la fondation OCP, Mhm. où ils allaient monter un nouveau programme dédié cette fois-ci à l'entrepreneuriat, en se disant, bon, ben on a Soraya qui connaît le groupe OCP de l'intérieur vu qu'elle a bossé 3 ans à la COP,
Et en même temps, elle a une expérience terrain via le TEDx Casablanca, qui l'a connectée avec les entrepreneurs, les activistes, les militants, tous ceux qui sont sur le terrain et qui font bouger les choses. Donc c'est cette double casquette qui fait que pour monter un programme d'entrepreneuriat, bah, ça peut être pas mal. Bien sûr, bien Et sûr. j'ai pu La double intégrer ce compétence. programme qui a été aussi 3 super années de dingue à OCP, à la fondation cette fois-ci, où from scratch, on était juste une équipe de 7 personnes, il a fallu monter un programme qui en réalité était non pas un programme pour accompagner des entrepreneurs, on s'était dit comment est-ce qu'on peut avoir le maximum d'impact avec le minimum de moyens, mais on s'est dit c'est pas nous qui allons accompagner les entrepreneurs, nous allons créer l'environnement, l'écosystème où les bons acteurs vont être positionnés dans les bonnes régions, aux bons endroits, pour qu'un maximum de personnes, quelle que soit leur région au Maroc, quel que soit leur background, puissent trouver quelqu'un à qui parler de leur projet et être accompagnés. Et donc, plutôt que d'avoir une approche accompagnement direct d'entrepreneurs, on s'est focalisé sur construire un écosystème qui ferait qu'un entrepreneur puisse être incubé, puisse faire des compétitions, puisse trouver des fonds, etc., etc. Et c'était juste génial. Parce que de la même façon que quand je suis arrivée au début, c'était construire une direction de la communication from scratch. Là, C'était ça a été pareil. construire un écosystème entrepreneurial au Maroc from scratch. Donc tu Oui, vois il y, que y avait rien qui existait à ce moment-là au Maroc. Moi, je me rappelle, moi, c'est 2013, j'ai découvert l'entrepreneuriat au Maroc avec Fatem Zahrabias. Je sais pas si ouais, le tu New connais Work de New Lab, mais York Lab. évidemment, on a énormément travaillé ensemble, bien sûr. Et donc, c'est ça, c'était ma première initiation, je dirais, à l'entrepreneuriat. Je découvre et je me suis dit, en fait, c'est exactement la même façon que tu as vécu l'expérience quand tu es arrivé à Gadir des îles Canaries. Tu te disais, non, ce système-là, ça me va pas. Moi, ça m'est arrivé avec l'entrepreneuriat. J'ai vu des entrepreneurs pitcher et tout et parler de leurs galères. Et Ouais. je me suis dit, ah non, l'entrepreneuriat, c'est passage en enfer. C'est pas possible. Ouais, Et en fait, ouais. inconsciemment dans ma tête, ça a fait que entrepreneuriat, c'est no way. Et du coup, ça m'a pris 4 ans pour me retrouver dans l'entrepreneuriat parce que je privilégiais le salariat et dire, OK, je vais évoluer dans un grand groupe et tout va bien et je vais continuer ma vie comme ça. Mais ça m'a rattrapé après. Et c'est Mhm. un travail que j'ai fait vraiment il y a quelques mois même, que je me suis dit, Ouais. ah ouais, peut-être que c'est ça qui s'est enregistré dans mon inconscient, que je fouillais l'entrepreneuriat à cause de cette fameuse expérience. C'est très possible. Et puis être entrepreneur n'est pas donné à tout le monde, hein. Il y a certaines figures américaines qui disent en fait si tout le monde peut être entrepreneur, c'est n'importe quoi, c'est que des histoires qu'on se raconte. Je suis absolument persuadée que non. Être entrepreneur, c'est vraiment, vraiment un état d'esprit et un rapport au monde. C'est Bien un sûr. rapport à l'inconfort, c'est un rapport au risque, et c'est d'être confortable avec ça. Moi, je suis Ouais. absolument convaincue que c'est pas pour tout le monde et que c'est très important lorsqu'on décide de faire ce choix de devenir entrepreneur, de savoir pourquoi on le fait et en conscience. Parce que ça Mm. sous-entend rester des périodes sans forcément de réponse, des périodes où c'est très inconfortable parce qu'on ne sait pas quelle est la bonne décision, des périodes où on n'est pas sûr d'avoir de rentrée d'argent, des périodes de stress monstrueux quand en plus de soi, on recrute une équipe en se disant mon Dieu, parce que si je n'entre pas d'argent, c'est eux que je mets aussi dans une situation précaire. Enfin, Mm. Mm. ça demande d'avoir des épaules sacrément solides, mais surtout un mental face au stress et aux difficultés et à l'imprévisibilité qui pour moi n'est pas forcément pour tout le monde, hein. Donc moi Bien sûr, je bien suis sûr. très attentive à ça, à ne pas dire à tout le monde ouais vas-y deviens entrepreneur. Non, non, non. Non, non, non. Ouais, c'est clair. Quel est ton rapport au risque? Est-ce que tu es confortable de naviguer à vue en 3 à 6 mois, de pas savoir si tu vas avoir de rentrée d'argent? Est-ce que tu es prêt à pivoter? Toi, tu es parti sur une idée parce que tu y crois hyper fort, mais le marché démontre qu'il faut faire complètement autre chose. Est-ce que tu es prêt à être vraiment amoureux du problème que tu résous et pas de l'idée que tu aimerais voir naître, Mm. etc., etc. Donc c'est quand même beaucoup de lâcher prise, beaucoup de Remise en d'agilité, question beaucoup de continuelle. exactement. C'est un mindset, moi, que personnellement, j'admire beaucoup, qui fait que, bon, après avoir pendant 3 ans mis en place un écosystème pour accompagner les entrepreneurs, tout en étant sur le terrain, en coachant des entrepreneurs, en allant à des compétitions de pitch, en participant à des événements, Mhm. je me disais, en fait, ils sont fous, les gens qui deviennent entrepreneurs. Parce que tu te lances dans un truc, t'as aucune garantie que tu vas gagner de l'argent, tu vas bosser comme un fou, à 1000%,
t'as plein de choses qui peuvent se retourner contre toi, le système légal, le système de paiement, les clients qui mettent un temps fou à te payer. Je dis, mais il faut être fou. Il faut être fou. Il faut littéralement être fou. Donc moi, si tu veux, c'était bien pratique pour moi de goûter à cette énergie-là, cet enthousiasme-là, tout en étant salarié et confortable. Bien Parce sûr. que moi, j'ai mon salaire qui tombe tous les mois, c'est parfait. Mais au bout de 3 ans, bon, malheureusement et heureusement, encore une fois, c'est ça qui aide à évoluer, le programme entrepreneuriat a dû être arrêté parce que le groupe OCP, sa fondation, était en plein repositionnement stratégique. Ils devaient réévaluer un petit peu leurs priorités. Donc bon, il y a eu un temps de pause. Moi, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour, qu'il était temps pour moi de bouger. J'avais pas la garantie que ce programme allait reprendre. Donc je me suis dit, tiens, le Maroc, ça va faire déjà 7 ans. Est-ce que il n'y a pas une envie Commence à d'international? t'ennuyer ou quoi? Bah, le TEDx, j'avais fait le tour, si tu veux. On avait vu 5 belles éditions. Et j'ai l'impression qu'on était passé une phase un peu plus de scale-up, d'automatisation. J'avais moins le plaisir du début. Moi, c'est vraiment la phase qui me plaît le plus quand on part de zéro et qu'on lance quelque chose qui roule. Donc, le TEDx, il y avait moins d'excitation. Le programme entrepreneuriat de la fondation, 3 ans, ça a été le temps de mettre en place des premières graines, de structurer, de faire en sorte que des acteurs soient solides, qui puissent prendre la relève, parce que notre vision, c'est que justement, il y a une autonomie, que si nous, on devait s'arrêter du jour au lendemain, ben, que ces acteurs, eux, puissent Continue, continuer. bien sûr. Bien sûr. Non, et puis ma manager de l'époque, qui était juste géniale, a choisi en plus de démissionner quand elle a vu que le programme était arrêté momentanément. Donc je me dis, ah, mauvais signal, parce que si elle, qui portait plein de choses, avec vachement de panache, tu vois, j'adorais son énergie, part, c'est pas la même dynamique en C'est interne. une Donc, Marocaine? c'est une Marocaine, ouais. Ok. Ouais, 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 très très cool. Rita Shraibi, bah, c'est elle qui m'avait permis de rejoindre l'équipe et j'avais juste adoré bosser avec elle, c'était super. Ok. Et tout ça pour... So, what's next? C'est Bah quoi ouais, la remise en question qui se passe dans Soraya, dans la tête de Soraya? C'est comment tu vois les next milestones? Parce que là, je vois quand même, tu pars d'expériences super intenses, les unes après les autres, tu enchaînes, ouais, t'arrêtes pas, ouais, avec beaucoup d'énergie. Qu'est-ce ouais. qui se passe maintenant? Bah, quand ce programme est gelé, que je me dis tiens, j'ai fait le tour, ça fait 7 ans au Maroc, je ressentais l'envie de repartir à l'international, mais je ne savais pas où. Je ressentais Mhm, juste une envie d'ailleurs. Parce que bon, même si j'aimais ma vie à Casa, je sentais qu'il y avait plein de choses dans la ville qui ne me plaisaient pas. Il y avait des choses aussi dans la mentalité qui me gênaient un petit peu. Le fait que ça soit par une exemple. très grande ville, mais pas de vie privée. Je dis, mais Mhm, tu peux pas être anonyme en fait à Casa. Où que tu ailles, il y a tôt ou tard quelqu'un que tu connais, qui te connaît, qui te connaît, et le lendemain ou 2 jours après, bah, t'apprends, quelqu'un a dit ça, ça, ça. Je dis, mais oh, j'ai juste pris un café, j'ai l'impression que toute la ville est au courant. Enfin, c'est dingue. Enfin, il y a ça qui m'embêtait un petit peu, l'absence d'anonymat. Et mhm, puis, pour ayant un petit peu vécu et travaillé à Paris, Paris, c'est une ville, bah, t'as vu, on peut se déplacer, circuler, c'est beau, à l'œil, tu peux circuler mhm. de façon sécurisée, ce qui pour moi était impossible à Casa. On m'a un Non, peu c'est impossible. traumatisée en me disant, Casa, alors surtout une femme, tu te montes dans ta voiture, tu montes tes vitres, tu verrouilles tes portes Ferme. et t'avances, quoi. Donc j'avais l'impression de passer mon temps dans des boîtes, tu vois, enfermée. C'est, Mhm, je suis chez mhm, moi, mhm, je descends dans ma voiture au travail, je sors, voiture, endroit. Et ça me gênait beaucoup de ne pas avoir cette liberté de mouvement. Ou mhm, quand je la mhm. prenais de temps en temps, bah, de sentir un peu le regard des hommes, qui n'est pas toujours agréable. Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir un gars qui se lève, qui me suive dans la rue, voire qui m'attrape le coude, ou de rentrer le soir avec une amie en voiture, de me faire suivre par des Mhm, gars, de devoir mhm. m'être arrêté au poste de police pour qu'ils Ah non, c'est arrêtent. pas évident d'être femme au Maroc, à Casa, c'est encore. Non, ça m'a pesé, si tu veux. Vu que j'avais connu autre chose, la sécurité en tant que femme, la liberté de mouvement en tant que femme, l'anonymat, tu circules, moi, à Paris, personne ne me parle, personne ne me regarde, enfin, je suis une anonyme totale. Personne ne se permet de m'adresser la parole comme ça dans la rue. Et ça me manquait un petit peu, ouais. J'aimais pas trop ce sentiment d'insécurité. Plus même, il y a cette idée aussi, tu sais, quand t'es relativement jeune, 27 ans, t'es une femme, t'es pas encore mariée, tu rentres au Maroc, au travail, on me disait, allez, dis-le, en fait, t'es venu pour trouver un mari. Je dis, bah non, en fait, je suis en quête de sens, c'est mon pays, je me suis dit que je pouvais apporter quelque chose peut-être professionnellement, c'est une superbe opportunité que j'ai au groupe OCP. J'ai pas calculé mon retour pour me trouver un mari. Tiens, allez, Soraya, allez, on peut te présenter si tu veux.
Je dis, mais sérieusement, j'aurais eu l'opportunité au Mexique, je serais allée au Mexique. Enfin, aucun rapport. C'est parce que c'était mon pays que je suis venue. C'est raison de plus. Et ça, c'était plus compliqué à faire comprendre. Tu C'est vois, très culturel, ça. mais complètement, et en même temps, ça existe par ailleurs. Hein. Ça peut être le choix de certains hommes-femmes de rentrer au Maroc parce qu'ils veulent fonder une famille, et ça se comprend complètement. Mais c'était pas du tout mon optique, et le fait d'être réduite à ça m'agaçait un peu. Me dire, bah non, je peux être une femme et avoir des ambitions professionnelles, et je suis pas venue pour chercher ça, forcément. Mm. Donc ouais, tu vois, c'était plein de petites choses qui faisaient qu'au Ok, bout de 6-7 ans, des mini batailles par-ci par-là. ouais, qui m'ont un peu grignoté, qui faisaient qu'au bout de 6-7 ans, j'ai dit, bon, j'ai la chance de pouvoir voir un peu ailleurs ce qui se passe. Allons-y, profitons-en. Et j'ai fait ce que je pouvais faire. Hein. Après avoir bossé 6 ans en tant que salarié, j'avais quand même des économies de côté. Je me suis dit, allez, c'est parti, je fais mon grand rêve, une année off, backpack, on verra ce qui Ah, va se trop cool. passer. Et je me suis dit, bon, où est-ce que je vais? Parce que comme j'ai eu l'occasion d'étudier en Chine, j'ai eu pas mal l'occasion de rayonner en Asie du Sud-Est. Je disais, ouais, c'est l'Asie qui m'appelle, mais en même temps, j'ai déjà un petit peu été. Est-ce que c'est Je vraiment connais. intéressant d'y retourner? En même temps, l'Afrique, j'ai un peu peur. Une femme seule, même si on est africain avant d'être marocain, je dis, ouais, mais Bien sûr. je suis pas sûre. On Euh, s'identifie pas trop en tant qu'Africain, à vrai dire. On a l'impression plus d'être Européen finalement, de ouais, par la bah, proximité. Mais je pense que ça change. C'est en train de changer là. On commence à tu s'identifier sais, de plus c'est en plus hyper en tant qu'Africain. intéressant parce que je me suis jamais posé cette question jusqu'à un événement TED. Précisément, TED avait ce truc assez génial, qu'on bosse gratuitement pour eux, hein, c'est ça qu'on appelle être génial. C'était d'inviter tous les TEDx organizers, un événement qu'ils avaient choisi à l'époque d'organiser à Doha. Mhm. Doha. Et au Qatar. Si je dis pas de bêtises, c'est bien le Qatar. Si, Ouais. c'est Qatar. Oui, c'est Qatar. Et si tu veux, ils avaient organisé des tentes dans le désert et on devait se regrouper par région. Et nous, les organisateurs marocains, on était 4-5 personnes, ils n'avaient pas su où nous mettre. Est-ce qu'ils nous mettaient avec Middle East ou est-ce qu'ils nous mettaient avec Afrique? Bâtard. Non mais voilà. Et c'est vrai parce que même nous, quand ils nous ont posé la question, on s'est dit mais mince, on sait pas. Parce que nous, avec les Égyptiens, ouais, ou les Qataris, enfin, ouais, on parle la même langue, il y a la même religion, mais on se sent pas si proche d'eux non plus. Et les Africains, les autres pays africains, bah non, on peut parler avec la Sénégal, le Côte d'Ivoire, mais c'est une autre. On n'arrivait pas à se positionner en fait. Incroyable. C'est Et très marrant ce que tu mais dis ouais, là. et c'est là que j'ai réalisé que ouais, on est le Maghreb en fait. On est nord-africain, on est cette entité politique et géographique qui est le Maghreb. Qui est Et il y a finalement une influence différent. arabe qui vient de l'Orient, qui est venue arabiser, islamiser, mais que d'un point de vue géographique pur, on est des Africains, quoi. On est des Mhm. Africains, mais de culture orientale, mais avec un mix spécifique au Maghreb. Et donc, ouais, c'était hyper intéressant parce qu'on s'est regardé, on s'est dit, mais on va où alors? On va côté Afrique, on va Mhm. côté Middle East? On savait pas où se mettre. Et on avait tranché en restant Middle East, en disant qu'a priori, affinité culturelle était plutôt là. Mais en discutant avec eux, on s'est pas du tout reconnu, tu vois, non plus. Dans les Mhm. mentalités, dans les problématiques qu'eux avaient pour monter leurs événements. On s'est dit, c'est marrant, mais il y a un truc, Mais quoi. très différent. Ouais. On est finalement très différents. Et c'est vrai que bossant pour le groupe OCP les dernières années, que ce soit la Com OCP ou la Fondation OCP au Maroc, il y avait beaucoup aussi cette nouvelle orientation du roi, Mohamed Mhm. VI, de dire nous sommes aussi africains, rappelez-vous, et de positionner le Maroc comme locomotive du continent africain et de porte vers l'Occident, l'Europe, etc. Et donc d'encourager les échanges avec d'autres pays africains, d'encourager les joint ventures, d'avoir des étudiants africains, d'autres étudiants africains venir au Maroc, etc. Donc, si Mhm. tu veux, Mhm. cette identité est réapparue. De dire, mais c'est vrai, en fait, on est africain. Même si je crois que le Maroc a peut-être aussi oublié son histoire, et moi la première, hein, mieux connaître l'histoire de mon pays, mais que le Maroc, c'est aussi un métissage de populations qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui viennent d'Espagne, qui viennent du monde arabe, Monde et arabe. que de fait, on est africain dans notre sang. Parce que ce qui m'attriste parfois, c'est de ressentir ce que moi je pourrais appeler une forme de racisme envers d'autres pays africains et d'autres personnes africaines, tu vois, venues s'installer au Maroc. De dire, tiens, c'est marrant le fait d'être de couleur noire. Bah, j'ai senti que c'était pas accueilli toujours de C'est façon. pas la bienvenue. Ouais, c'est Non, sûr. et j'ai trouvé ça très étonnant, tu vois. Ça montre comme quoi on s'est coupé de notre africanité pour se connecter uniquement au côté oriental
qui pourtant lui-même n'est qu'une forme de colonisation. Il n'est pas d'Afrique à la base, c'est venu du Moyen-Orient. Le Maghreb actuel a été colonisé par les arabo-musulmans de l'époque. Donc, pour moi, c'est important de se le rappeler aussi. Bref, tout ça pour te dire que plein de choses qui ont fait que ça m'a fait du bien de juste prendre une année off et de me dire au backpack. Asie, je dis, je connais peut-être déjà un petit peu. Afrique, pas sûre d'être en sécurité en tant que femme, peut-être que je me trompe. Europe m'attirait absolument pas, tous les pays occidentaux de façon générale, hein, États-Unis, Canada, tous les pays riches. Je me disais, ouais, mais en même temps, l'Amérique du Sud, ça m'attire pas. Ouais. Donc c'est triste. Où est-ce que je vais en fait? L'Asie, j'ai une petite idée. Dans la lune. Bah c'est ça, je sais pas trop. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'avais une collègue à l'époque, et c'est elle qui a été ma rampe de lancement. J'ai une collègue à OCP qui prévoyait un voyage au Brésil d'1 mois. Et je lui ai demandé si elle voulait bien que je l'accompagne. Elle a été adorable, elle m'a dit oui. Je suis partie avec elle alors que j'avais absolument aucune attirance, encore moins pour le Brésil. De tous les pays d'Amérique du Sud, le Brésil pour moi c'est les cariocas sur la plage, le body musclé, les parties de volleyball, voilà. Tu vois, c'est pas une culture qui m'attirait. Le pain de sucre, bref, tous les clichés qu'on peut avoir sur ce pays. Mais en réalité, très belle découverte, parce que moi j'étais fascinée par l'Inde et la diversité de ses cultures, de ses croyances, de leur vision du monde en termes pas de religion, mais de philosophie, et d'ethnie, des différentes ethnies et formes de vie différentes, communautés. Le Brésil est encore plus riche que l'Inde en termes de multiculturalité. Donc si tu t'intéresses d'un point de vue sociologique, anthropologique, spirituel, religieux, philosophique, c'est fascinant ce que tu peux retrouver au Brésil, sachant en plus que c'est un pays qui s'est construit par différentes couches. Et donc c'est hyper intéressant de voir comment différentes cultures se sont imbriquées, mélangées pour en créer des nouvelles. Donc, ouais. Il y a des régions même qui sont plus africains peut-être que nous. Mais complètement. C'est très intéressant. L'économie triangulaire là de tout ce qui s'est passé, les esclaves qui sont arrivés là vers l'est de Brésil, ils sont plus africains. Salvador de Bahia, il y a tout un héritage africain qui est très présent. Et donc c'était intéressant de voir ça, une présence africaine en Amérique du Sud. Et puis même le rapport au corps, tu vois, moi qui n'ai connu que l'Europe, où on valorise le mental et on est dans notre tête, quoi, tout le temps. On ne s'intéresse pas trop à notre corps, à nos ressentis. Et le Maroc, qui a quand même cet héritage un peu français, malheureusement, et puis qui est un peu le nôtre. On peut être attentif au corps, mais sans plus. On va pas forcément le célébrer, on va pas forcément, tu vois, danser beaucoup avec. Ce qu'on retrouve beaucoup chez les Brésiliens, pour eux, le corps est très important. Et la notion de plaisir est très importante. Donc il y a un rapport au temps. Comme les Africains aussi d'ailleurs, qui ont un rapport au temps très dans la danse, ils dansent comme ils mangent, ils boivent, ils respirent. Exactement. Et avec beaucoup de joie. T'as vu, c'est rythmé, c'est joyeux. Ce que nous, on n'a pas vraiment au Maroc. Enfin, tu peux le retrouver à travers les Gnawa, mais quand tu réfléchis à qui sont les Gnawa, c'est vrai. Mais pour des occasions particulières, genre les mariages, tu vois, c'est pas tout le temps. Ce qui m'a beaucoup frappé à Rio, c'est que tu vois, le soir, c'est un peu comme en France, en fin de journée, tu vas boire un verre en terrasse. À Rio, le soir, tout le monde va sur la plage et va admirer le coucher de soleil avec une petite bière à la main et de la musique. Et plus le coucher de soleil est beau, plus on va applaudir fort quand il sera terminé. Enfin, tu vois, et ça m'a beaucoup touchée. Parce que j'ai jamais vu ça. Nulle part. D'être dans le moment présent, d'être dans l'appréciation, tu vois, d'applaudir face à un beau coucher de soleil, juste de dire, merci en fait. Le soleil, tu viens de nous faire un beau cadeau, et on prend le temps de s'arrêter pour ça et de le reconnaître. Tu vois, donc ça, c'est quelque chose qui, moi, était très fort pour moi, de me dire, c'est ça, ralentir en fait. Et juste apprécier ce qu'on a, la beauté de la nature, être dans son corps, danser, prendre plaisir à ça, parce que moi, je l'ai regardé en disant, ouais, ils sont marrants, ils dansent tout le temps, il y a tout le temps de la musique. What the point? C'est quoi le truc? Mais en fait, c'est joyeux. Tu célèbres la vie, tu célèbres d'être vivant. Il n'y a pas de raison. T'as pas besoin d'attendre un mariage, un baptême. Tous les jours, tu peux être content et joyeux. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est presque spirituel.
Mm. Mais complètement, parce que moi je sortais de mes 7 ans au Maroc un peu perdue en me disant qu'est-ce que je fais de ma vie, c'est quoi la suite, la pression. Et ça m'a vachement décontractée en fait, en Ouais. me disant mais juste Mollo. profiter du moment présent, être contente d'être en vie, écouter ton corps, s'il a envie de danser, ben c'est ok en fait, tu peux. Donc ça m'a fait du bien, tu vois, ce pays qui m'attirait pas du tout, que je croyais hyper superficiel, en réalité m'a donné des leçons de base. Juste Ouais. ralentis et kiffe ce que tu as. Parce que c'est pas un Revis le pays moment riche quand tu y présent. penses, hein, le Ouais. Brésil. Il y a énormément Ah non, non, d'inégalités. non. Bah, tu Mm. mets une plage, une bière, un peu de musique, un coucher de soleil. Les Cariocas, ils sont heureux. Mhm, Et tu mhm, dis, ah ouais. mhm. Donc, il y avait de ça aussi. Tu vois, se dire, il n'y a Ok. pas de... Il y a rien Ouais, qui se passe au hasard, en tout cas, dans la vie. non, et que même si t'as rien, tu es dans la pauvreté extrême, bah parfois tu peux juste 5 minutes kiffer ce que t'as en fait. C'est peut-être juste un Mm, coucher de soleil, mais il est gratuit, il est pour tout le monde. Ça, tu peux l'apprécier même si ta vie est hyper dure. Et ça, mm, c'est une mm, leçon mm. que j'ai reçue là-bas, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'est un pays qui aussi, il y a beaucoup d'inégalités, c'est très pauvre, il y a beaucoup de violence. Mais il y a ce truc sacré du soleil et de célébrer ça. Rien que ça, 5 minutes. Pour moi, c'est l'équivalent d'une prière, tu vois. Bien sûr, C'est bien tu sûr. t'arrêtes et tu remercies pour ce que t'as et ça te donne de la foi, de l'énergie. Donc, ouais. Et bon, Trop ça a bien. continué comme ça pendant 6 mois en Amérique du Sud. Tu l'as Et fait en solo? ouais, en solo. Ok. Parce que j'ai la conviction que pour réellement se rencontrer, il faut Ouais, voyager seul. Et bien que de sûr. toute façon, dans le voyage, on n'est jamais seul. Parce que tu fais forcément des rencontres qui vont t'accompagner en En bout fait, de c'est quand tu vas chemin. avec tes potes que tu rencontres personne ou avec tes amis. Exactement. C'est de partir seul en sachant que tu seras toujours accompagné et que tu fais de très belles rencontres. Parce que quand t'es seul, bah, t'es obligé là de t'écouter, de quoi Bien j'ai sûr. vraiment envie, t'es pas influencé par tes potes, de socialiser, donc tu te rends compte comment tu es avec des gens que tu connais pas, est-ce que eux ils apprécient chez toi, et puis du moment présent, parce que t'as peut-être quelqu'un qui a voyagé avec toi pendant 2 semaines, mais que tu reverras plus jamais de ta vie. Donc c'est Mm, pas le même mm, rapport que des potes, tu sais qu'ils sont là, ils resteront là, y a pas de souci. Donc ouais, moi j'aime beaucoup, 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 beaucoup mm. voyager seule. Et je suis très contente de voir qu'au Maroc, de plus en plus de femmes osent voyager seules. Parce qu'il y a Mm. aussi beaucoup cette peur quand elle n'est pas de la femme elle-même, des parents, de la famille, de dire non mais petit, t'es une femme seule, est-ce que t'es sûre? Tu vois, mes parents m'ont fait confiance, hein, parce que l'Amérique du Sud, c'est pas non plus connu pour être très C'est sécurisé. dangereux. Moi, j'aurais pas osé. J'ai fait l'Asie en backpack seule, pareil, Ouais, pendant 6 mois. ouais. Mais l'Amérique du Sud, j'aurais pas osé. Ah ouais, bah écoute, heureusement j'avais mon ami de bureau qui avait bien, Dounia, qui avait bien scanné, étudié, analysé, et qui avait Ouais. vu que c'était safe, en respectant évidemment les bonnes zones, les bons endroits, les bonnes activités, évidemment. On peut voyager de façon très vigilante aussi, pas faire Mm, n'importe mm, quoi. Mais mm. elle m'a complètement rassurée, parce que j'avais des a priori, et en réalité il y a beaucoup plus de sécurité que les médias peuvent nous laisser entendre dans ces pays à partir du moment où on fait attention, hein. Mais c'est comme n'importe quel pays. On peut te dire que l'Asie est extrêmement sécurisée. Si Mhm. tu te trouves au mauvais endroit, au mauvais moment, parce que tu as été chercher tel fin fond d'un quartier, alors qu'on t'a bien dit que c'était à éviter, tu peux avoir de très gros problèmes. Donc pour moi, non, Sûr. tant qu'on est raisonnable, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait des problèmes. Mais c'était super. Et au bout de 6 mois, ça a commencé par le Brésil et ça s'est terminé en Équateur. Au bout de 6 mois, j'ai senti que ça y est, j'avais fait le tour. Que j'avais pas besoin de 6 mois supplémentaires. Et je me suis dit que tant qu'à faire, alors que j'avais de beaux projets, hein, j'étais en mode je vais partir en transsibérien jusqu'à l'autre bout de l'Asie, toucher la pointe et revenir. Mais je sens que je me suis nourrie de mon voyage. T'as tout fait, ouais. Ouais, enfin Mm. que je m'étais nourrie, que j'avais atteint. Ce que j'étais venue Ça t'a chercher, ça apporté ce m'avait qu'il fallait. apporté. J'avais plus besoin Mhm. de continuer. Et là, je me dis, bon, très bien, il me reste 6 mois de temps. Il me reste l'équivalent de 6 mois d'économie que j'avais prévu pour la suite du voyage. Qu'est-ce que j'en fais? Et je me suis dit que c'était le bon moment pour expérimenter le nouveau style de vie que je voulais avoir. Quel travail, quelle activité, où, pour voir où est-ce que je reposais mes valises, est-ce que je rentre au Maroc, est-ce que je vais tester n'importe quel pays en Europe, qu'est-ce qui est important pour moi et pour faire quoi? Et Mm. c'est confortable pour moi c'était confortable pour moi de penser comme ça. Je me dis, au pire, j'ai 6 mois. Je sais que je peux me tromper, je peux chercher. J'ai 6 mois pour tester, sans enjeu financier, pour voir ce qui me va ou me va pas. Bien sûr. Donc, je suis d'abord rentrée au Avec quel Maroc. âge à ce moment-là, Soraya?
J'avais quel âge? Juste pour mettre un peu les J'avais, temporalités. j'avais 34 ans. Ok. Ouais. J'avais 34. J'étais pas sûre de vouloir rentrer ou revenir au Maroc, mais je suis quand même revenue quelque temps pour juste faire passer l'information autour de moi, que je cherchais des activités, mais que j'avais envie d'être à mon compte, pas forcément salariée. Ne serait-ce que pour être cohérente avec tous ces gens que j'ai encouragés à devenir entrepreneurs, la moindre des choses, c'est que je m'y mette un peu moi aussi, donc expérimenter ça. Ouais. Et puis petit à petit, bouche à oreille, des partenaires avec lesquels j'avais travaillé lorsque j'étais à Fondation OCP m'ont contacté en disant tiens, t'es à ton compte, on aimerait te confier telle mission de conseil, d'accompagnement. Et ça a commencé comme ça, si tu veux. Mhm. Au Maroc, mais je me voyais pas rester, tu vois, Casa, ça m'a pas. Et puis même, comme tu le disais, être en autonomie au Maroc, ça m'appelait pas plus que ça. Je dis bon, où est-ce que je vais? J'aime bien le soleil, j'aime bien les villes à taille humaine, mais je veux que ça soit international. Londres, il fait pas beau. Berlin, c'est quand même à plus de parler la langue, même si j'ai prospecté un petit peu, parce qu'il y a une très belle scène start-up Mhm. entrepreneuriale. Mhm. Euh, Barcelone, j'ai eu l'occasion d'y étudier, j'avais adoré, mais l'énergie de la ville est trop tranquille. J'avais besoin de sentir que ça bougeait, alors que ça cochait pas mal de cases. J'ai dit, tiens. Mais bon, je suis revenue par facilité à Paris, mais juste pour connecter avec des gens Avoir un ici. point d'ancrage. Ouais, mais sans me projeter, tu vois, juste me dire, bon, bah, voyons ce qui se passe à Paris, en fait, parce que je pensais pas à Paris non plus. Et à Paris, bah, petit à petit, il y avait pas mal de partenaires avec qui j'ai travaillé au Maroc qui étaient également présents à Paris, qui m'ont proposé des missions. Et progressivement, bah, c'est à Paris que je me suis posée Fil en parce que c'est aiguille. là que j'avais des missions qui se mettaient en place. Ok. Autour de l'entrepreneuriat, la com, un peu de tout. Sur quoi Ouais. tu capitalises aujourd'hui, Soraya? Bah, si tu veux, aujourd'hui, et c'est ce que je fais depuis 5 ans maintenant, en me mettant à mon compte, mais je fais vraiment une différence entre être indépendant, freelance et entrepreneur. Moi, je me considère freelance aujourd'hui. Bah, si tu connais Seth Godin, le fameux gourou du marketing américain, entre freelanceur et entrepreneur. Un freelanceur, il loue son temps de cerveau. C'est-à-dire que si tu me Mhm. confies une mission, toi, Sarah, qu'on établit ensemble que la mission va durer telle période, bah, sur cette telle période, moi, Soraya, je suis mobilisée pour produire ce que tu m'as demandé. Versus un entrepreneur qui, lui, va faire en sorte que son temps de cerveau soit rentabilisé le plus vite possible, soit en recrutant d'autres personnes et en ayant un produit et un service qui va faire que c'est scalable, que ça peut Mhm. servir Mhm. plein de personnes en simultané, alors que moi, en tant que freelance, si toi tu me mobilises, je peux accompagner a priori personne d'autre ou Personne très d'autre. peu d'autres personnes. Donc c'est Mhm. pas du tout les mêmes modes opératoires. Bien Dans les sûr. deux cas, il y a le goût du risque, il y a gérer l'inconfort parce que tu n'as pas toujours de visibilité, il y a une approche commerciale où il faut prospecter, contractualiser avec tes clients et délivrer, excepté que Mhm. l'entrepreneur fait en sorte que ça soit scalable pour délivrer un maximum de clients, versus le freelanceur qui lui va se concentrer sur quelques clients et va délivrer par rapport à eux. Et en n'ayant que son temps de cerveau, j'ai pas d'équipe, ce n'est que moi. C'est moi qu'on vient Mhm. chercher, c'est pas mon équipe ou mon entreprise. Mhm. Donc c'est pour ça que tu vois, je fais vraiment le distinguo, c'est Non, très c'est très bien. important. C'est très bien. C'est très bien. Parce que pour moi, il y a un goût du risque qui est plus important quand tu es entrepreneur. Parce qu'à Ouais. partir du moment où tu recrutes des gens, tu as intérêt à ce que ta structure soit solide et grandisse dans le temps. Alors que moi, en l'occurrence, je n'engage que moi. Mhm. Mhm. Et ça Mhm. me va. Parce que moi, ça me fait Mhm. flipper à mourir de me dire, mon Dieu, Embarquer des gens. la responsabilité, je peux pas faire ça. Ça me mettrait une pression énorme. Là, je n'engage que moi, donc ça va. Même si c'est pas toujours confortable. Et une image que j'utilise beaucoup aussi pour expliquer à des salariés comment je me sens, parce que la tentation parfois c'est de redevenir salarié hein, pour le Ouais. confort, la sécurité financière, sachant qu'on m'a déjà approché pour ça aussi. C'est de dire, bah tu connais la fable du loup et du chien de La Mhm. Fontaine. Ouais. Le chien qui est tout gros, qui mange bien, qui a sa maison, sa niche à côté dans laquelle il peut se mettre au chaud quand c'est l'hiver, qui a toujours une gamelle d'eau fraîche quand il a soif et qui a toujours une bonne popote à manger pour se nourrir. Le seul détail, c'est qu'il a un collier. Et ce Mhm. collier, quand tu regardes, il est attaché à sa maison. Donc il a tout ce confort, il est protégé, il est bien nourri, mais il peut pas s'éloigner de ce périmètre. Il n'a pas la Bien liberté sûr. du loup, qui lui est peut-être affamé à le vendre un peu maigrichon, mais qui peut circuler dans la forêt l'ouest qu'il le souhaite. Et moi, c'est Comme ça il qui me veut. plaît.
Je préfère être loup et me serrer parfois la ceinture que chien bien nourri, mais me dire, ah là là, que j'ai un manager, que je dois poser les jours pour prendre des vacances, je rends des comptes à quelqu'un, que c'est pas moi qui choisis mon planning. J'arrive pas à l'envisager, ça. Mhm. Même si parfois l'envie de sécurité financière est là, hein, je vais pas te mentir. Quand tu es salarié, c'est agréable de dire que tu surveilles pas tes fins de mois, que tu es pas obligé de renoncer à certaines choses parce que t'as pas les moyens. Là, moi, en tant que qu'est-ce qui ne l'est pas parce que mon budget me permet pas de tout faire. Bien, bien sûr, bien sûr. Mais pour répondre à ta question, Je après, suis en freelance je l'ai actuellement, dit. donc je comprends exactement de quoi tu parles. Et j'étais entrepreneur là les 2 dernières années, donc j'ai vécu un peu les deux Ouais, expériences. ça résonne, ces deux côtés-là. Ben, bravo d'avoir tenté le côté entrepreneurial. Moi, je l'admire beaucoup parce que je pense que ma limite pour l'instant, elle est au stade d'indépendant freelance. Même si j'ai envie d'aller explorer le côté scalable de l'entrepreneuriat et la solution que j'ai trouvée, enfin, qui n'est pas une solution, mais qui me correspondrait aujourd'hui, c'est être solo entrepreneur. C'est-à-dire construire Mhm. un business, mais qui ne repose que sur moi et qui soit également scalable. Moi, ça vient joindre le meilleur des deux mondes. Donc, je suis dans la phase où je réfléchis à comment développer ça. C'est quoi l'ambition de Soraya aujourd'hui? Ça peut être sur le plan personnel, professionnel, peu importe. Je pense Ah, c'est que compliqué comme question. non, c'est une question importante qui est essentielle, qui fait que tous les jours je vais trouver de l'énergie pour faire ce que je fais, tu vois. Je pense au-delà de mon ambition, mon rêve, c'est d'aider un maximum, autant que possible, à sortir des cases dans lesquelles ils se croient enfermés. Mhm, Parce que plus j'avance dans l'accompagnement d'entrepreneurs ou même d'entreprises, parce que je travaille aussi beaucoup avec des entreprises qui veulent adopter des méthodologies agiles de start-up, comme le design mhm, thinking, le lean startup, je me rends compte qu'au final, la vraie problématique, c'est là que ça se passe. C'est pas une question de méthode, c'est une question de croyance. Je crois que je sais faire ça, je crois que les choses sont comme ça, je crois que je suis comme ça, et qu'il y a beaucoup de blocages qui viennent de là. Donc je me rends compte qu'en réalité, je travaille beaucoup sur l'humain. Moi, je suis comme ça, donc je ne peux pas faire ça. Moi, on m'a appris que c'était comme ça, donc c'est pas possible de faire comme ça. Et c'est pour ça, je crois, que TEDx m'a énormément plu, parce que c'était que des personnes qui ont dit, eh ben moi, je suis pas d'accord avec la case dans laquelle tu as envie de me mettre toi, et j'arrive à m'émanciper des cases dans lesquelles moi-même j'aurais pu me mettre. Je suis pas capable, je suis pas assez fort, je suis pas assez éduqué, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Et On est donc, complètement alignés parce que moi aussi, Agage Podcast, je l'ai créé pour ça. bah oui, je sais bien, je me J'avais doute. envie, j'avais envie d'explorer et de donner la possibilité des jeunes d'ouvrir un peu le champ des possibles parce qu'on est tellement renfermé à l'âge de 17, 18, 19 ans jusqu'à 20 ans, on est tellement renfermé dans des modèles, comme tu dis, dans des cases que on sait pas qu'est-ce qui est possible. Mm, mm. Moi-même, je le savais pas. Et honnêtement, moi, quand j'ai créé, j'avais envie l'idée déjà, elle germait depuis 2019 et je l'ai lancée il y a 2 ans. Et en fait, je me suis dit, moi, ce que je connais aujourd'hui à 28 ans, j'aimerais, si je l'aurais connu à 18 ou 19 ans, j'aurais peut-être fait des choix différents et fait les Mm, choses différemment. mm. Donc, c'est vraiment donner ce pouvoir aussi de choix, parce Ouais, que par manque de choix, en fait, il y en a pas mal, là, je me rappelle pas qui l'a dit, mais on parle d'égalité des chances, mais aussi il y a l'égalité des rêves. Que exactement. C'est on peut pas parler d'égalité de exactement chances ça. alors que tu oses même pas rêver ou espérer ou imaginer. Bah, c'est ça. Bah, c'était mon constat numéro un quand je suis arrivée au Maroc et qui m'a motivée pour le TEDx, c'est de dire, mais ces gens rêvent en fait. Ils osent rêver quand j'entendais une jeunesse qui n'osait même plus rêver. Et Mmh. ça m'a profondément touchée, de me dire, mon Dieu, quand tu es jeune et que tu n'oses plus rêver, parce que tu as tellement intégré que ce n'était pas possible, que ce n'était pas pour toi, que... Mais c'est, mon Dieu, c'est-à-dire que tu as baissé les bras d'office. Ouais. Et ça, C'est la mort à petit feu, quoi. bah, complètement. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup chagriné au Maroc. De dire, bah, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Donc pour moi, oui, tu vois, ouvrir ce champ des possibles, dire ose voir grand, même si ça peut paraître un peu cheesy, tu vois, en termes de discours un peu à l'américaine. Mmh. Mais
Déjà, moi, la première étape que j'ai pu observer, c'est déjà de déconstruire ses croyances. Prendre conscience soi-même de ses croyances limitantes, c'est un pas, mais immense. Hmm. Tu vois, de prendre conscience que quand moi je te parle de monter tel projet, tu me dis, ah bah non, je peux pas. Je te pose la question, mais pourquoi ça? T'es jeune, t'es motivé, t'es intelligente, il n'y a pas de raison. Ah, mais je saurais jamais développer un truc commercial. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? T'as l'intelligence. Ah, mais je suis pas formée dans ça, donc je peux pas. Bah, si tu n'es pas formé, c'est-à-dire que ça peut s'apprendre. Ah oui, mais j'ai pas les moyens. Mais si tu n'as pas les moyens, peut-être qu'il y a des ressources en ligne gratuites, de qualité, que tu peux trouver. Tu vois, donc c'est quand tu Pour déconstruis mobiliser des personnes qui connaissent. exactement des ressources auxquelles tu peux aller, mais ne pas s'arrêter au niveau 1. Ah non, 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 c'est pas Hmm. pour moi. Je suis trop timide. Et tu vois, à Hmm. chaque fois, tu peux Hmm. déconstruire, et plutôt que de partir de un non, je peux pas, de dire ah oui, peut-être. Et quelles sont les ressources que je peux activer? Et il y en a Hmm. 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 beaucoup plus qu'on ne le croit. Et moi, c'est juste changer ce mindset, tu vois. Dans beaucoup de mes ateliers, il y a une règle d'or que tu connais peut-être, qui est très présente ne serait-ce que dans les phases d'idéation, quand tu dois ouvrir le champ pour imaginer plein de solutions Mhm. en groupe, c'est de plutôt que de dire, mais c'est valable aussi individuellement, plutôt que de dire oui, 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 hein, c'est super ce que tu dis, mais aller chercher tout ce qui n'est pas possible ne fonctionne pas, ou les dangers, les risques, oui, et, et qu'est-ce que moi je peux faire par rapport à ça? Qu'est-ce que je peux activer comme ressource? Si tout était possible, qu'est-ce que moi je pourrais faire? Et ça change Hmm. tout. Parce que ça, c'est un truc qu'on a qui est pour moi un héritage français, hein, qui est qu'on voit tout de suite le risque, la difficulté ou le manque de compétences versus et qu'est-ce que je peux faire si j'imagine un tout petit Avec, peu, si je avec m'autorise. ce que j'ai. Mhm. Ouais, c'est Mhm. vraiment se passer du oui mais au oui et ça change tout. Et, Rien que cet bien sûr. exercice-là, ça change tout. Prendre Ouais. conscience de C'est le ses reste de la croyances, colonisation, là. mais complètement. Tu sais, quand on parle de décoloniser les imaginaires ou déconstruire tout simplement, il y a des héritages qui ne sont pas que nos propres croyances. Il y a des héritages qui sont de notre culture, notre société, de l'histoire de notre pays, qui fait qu'on a adopté une façon de penser. Et pour moi, tous ceux qui sont pionniers, qui mettent en place des choses, ont réussi à s'émanciper de ça. Parce que sinon, Hmm. tu es dans Hmm. ta Hmm. case, tu es enfermé, et c'est très compliqué d'en sortir quand tu as déjà ce programme initial qui est en route. Il faut, Hmm. il faut arriver à le déformater, quoi, pour remettre. Désapprentissage. Le Ouais, unlearning. unlearning, c'est complètement ça, c'est de débugger et prendre conscience qu'il y a un programme qui est en train de tourner en automatique, tu t'en rends même plus compte, dire stop, je te vois programme, je choisis de télécharger un autre programme. Hmm. Et Hmm. c'est la Hmm. base Hmm. pour moi. Quand on arrive à faire ça, le reste, on trouve des solutions, on trouve des ressources. Mais c'est juste Le process changer. de unlearning, il est long, de désapprentissage, c'est long, c'est très compliqué de... Moi, je l'ai fait sur plusieurs trucs, même d'un point de vue religieux, spirituel et tout, et donc c'est très délicat et c'est très... on on se met à nu, en fait. T'as rien Ouais, tu te reposes sur plus rien, en fait. T'as plus de exactement. fondation et Mm. c'est pas évident de le faire si on n'est pas accompagné ou si on n'a pas les reins durs. Je sais Bah pas si on dit oui, 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 je te rejoins. C'est un processus qui peut durer toute une vie, parce qu'il y a toujours des petites choses qu'on doit affiner, améliorer. Mais plus on est jeune, plus on peut débroussailler pour aller plus vite vers ce qu'on veut. plus vite. Mhm. Donc c'est une chance de le faire très jeune. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de courage et de lucidité. De dire, ok, Mhm. là j'ai la lucidité de reconnaître que ma croyance par rapport à l'argent, c'est que je peux gagner beaucoup d'argent, que si je sacrifie ma vie, que j'ai pas de vie de famille, que je vois jamais mes enfants. Un exemple. Ça peut être une Bien sûr. croyance qu'on a héritée de sa propre famille. Il y a juste Mhm. d'arriver à voir ça, ou le couple. De dire, pour moi le couple, bah, c'est ça. Et de le reconnaître. Se dire, tiens, c'est marrant, elle vient d'où cette croyance? Et Mhm. si cette définition ne te convient pas, de dire ah, quel est le nouveau programme que je télécharge en conscience? Qu'est-ce que moi j'ai envie d'incarner dans ma vie? Quelle définition du couple est plus juste pour moi? Quelle définition de Mhm. l'amitié est plus juste pour moi? Quelle définition de l'argent est plus juste pour moi? Est-ce que je choisis une vie où je suis profondément convaincue qu'on peut gagner beaucoup d'argent en ayant beaucoup de plaisir? Ou est-ce que j'intégrais la croyance que souffrance égale argent? Et à ce moment-là, je vais aller vers un chemin où il faut que je sente que je souffre pour mériter de gagner de l'argent. Et ça, c'est des choses, tu vois, que je te dis, moi j'ai bientôt 40 ans, j'aurais tellement aimé faire cet exercice il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ouais, qu'on nous ouvre les yeux dessus, ouais, c'est clair. Ben oui.
Donc, pour tous ceux qui peuvent être accompagnés, c'est génial de le faire avec un coach, de le faire avec un psychologue s'il faut aller jusque-là. Ça peut aider aussi énormément, avant que ça devienne une souffrance. Parce que souvent, quand on va voir un psy, c'est qu'il y a une vraie souffrance. Mais un coach peut énormément aider. Mais déjà, le faire avec soi-même. Un stylo, une feuille de papier. La famille, c'est quoi mes croyances? Là, si j'écris rapidement ce que je crois sur la famille. Le couple, c'est quoi mes croyances? L'argent, c'est quoi mes croyances? L'activité professionnelle, c'est quoi mes croyances? Mais déjà, ou la santé, c'est quoi mes croyances? Parce que, Ouais. j'ai une amie, elle avait comme croyance profonde, par exemple, pas en termes de santé, mais en termes d'amitié, mais héritée de sa famille disait toujours, il n'y a que la famille qui compte. Les amis, c'est pas des valeurs sûres, il faut te méfier parce que tôt ou tard, ils peuvent te trahir. C'est un peu le discours dans la famille, c'est ne compte que sur ta famille. Grosso modo, pas besoin de te faire des amis, c'est pas des gens viables. Il n'y a pas mieux que la famille. Mais elle avait cette croyance très profonde que les amis, c'était pas des gens viables, donc ça servait à rien d'en avoir, vaut mieux rester sur sa famille. Et depuis qu'elle a compris ça, elle est passée à, mais en fait, si, les amis peuvent être des gens de confiance, parfois encore plus beaux et fidèles que dans notre propre famille, et qu'elle veut attirer et cultiver dans sa vie des gens qui vont lui apporter cette qualité-là. Et quelle qualité? La faire grandir, la respecter telle qu'elle est, être patiente et la soutenir en période de difficulté. Enfin, tu vois, elle a choisi le nouveau programme qu'elle voulait télécharger sur la notion d'amitié. Parce qu'avant, le programme par défaut, c'était les amis, c'est pas la peine. Donc, elle cherchait pas à avoir des amis. Dès qu'elle avait une amitié qui fonctionnait pas, bah t'as vu la preuve. Comme le disait mon programme, Ouais. pas A fiable. plus B. Donc ça, c'est un très 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 joli travail, juste de prendre conscience de ses croyances pour ensuite dire quelle est la nouvelle croyance que moi je choisis et avec laquelle je veux fonctionner. Et ça peut changer beaucoup de choses, quitte à la relire tous les jours hein, pour que ça rentre, pour bien Ouais. l'imprimer. Et évidemment, l'incarner, c'est ce qu'on appelle en coaching la pratique délibérée. Si, par exemple, pour moi, la santé, c'est quelque chose qu'on a tous, mais qu'il faut cultiver au quotidien, à travers une bonne alimentation, à travers une bonne hygiène de vie, à travers l'absence de réseaux sociaux, par exemple. Bah, évidemment, c'est pas juste d'avoir la croyance, c'est de l'incarner au quotidien. Donc, c'est de bien manger, de bien dormir, d'éviter les réseaux sociaux. Et ça, c'est de le faire tous les jours. Comme ça, le nouveau programme peut vraiment se télécharger. Bien sûr. Trop bien. J'ai adoré comment on a navigué entre les sujets, mais bon, là, j'essaie d'être fidèle parce qu'on a dépassé notre timing en Oui, plus. je vois Ça commence ça. à devenir Je super parle lent. beaucoup, je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, je pense que c'est incroyable tout ce qu'on a navigué dessus et je trouve les sujets qui ont été, j'espère que juste ça peut être super utile, je pense, pour les jeunes. Je poserai les 2, 3 dernières questions, mais vraiment rapides. C'est quoi le pire conseil qu'on t'a donné, Soraya? Euh, de suivre la voie royale et de voir après. Dans le sens, fais ce qu'on te dit et attends. Après, tu auras les idées plus claires. On Non, verra. non, 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 non. C'est le pire conseil qu'on m'ait donné, je pense, ouais. Et ton pire ennemi? Mon pire ennemi, Peut-être une habitude, quelque chose. pendant longtemps pour moi, ça a été le doute, la remise en Ouais, question. Parce que de soi. oui, de soi. Parce OK. que se poser des questions de temps en temps, c'est bien. C'est un signe d'humilité pour être sûr qu'on est dans la bonne direction. Mais trop souvent, c'est Mmh. paralysant. Parce qu'on n'arrive pas à prendre de Mmh. décision Avance pas. et on est constamment en train de se dire est-ce que c'est le bon choix, etc. Donc le doute, j'ai dû apprendre à l'apprivoiser. Je l'écoute quand il y a OK. un besoin de questionnement. Mais une fois que j'ai pris ma décision, je passe le relais à la partie de moi qui est dans l'action, qui implémente. Mmh. Mais Parfait. effectivement, le doute peut être fort hein, de temps en temps. Mais j'ai appris Ah, à, c'est horrible, hein. ouais, mais il y a de super outils pour permettre d'apprivoiser le doute et être sûr de ses décisions, d'être vraiment, tu vois, je te fais ce geste, d'être aligné, et tellement aligné qu'il n'y a plus de place pour le doute en fait. Tu sais ça, tu Mmh. sais que c'est ça. Mmh. Mmh. Mais il m'a fallu Mmh. des années hein, pour les trouver ces outils. Je dis pas que c'est facile. Ouais, ouais, ouais. Des livres ou des podcasts que tu as envie de recommander ou des choses qui ont changé un peu ta perception des choses, généralement, c'est peut-être un livre ou un truc et comme tu me disais, tu lisais beaucoup, donc peut-être qu'il y a un livre qui t'a marqué que tu Ouais. arrives à sortir tout de suite. Alors, ouais. Alors, un gars qui est rentré dans ma vie de façon complètement surréaliste, et je suis en train de lire un de ses livres en ce moment, c'est Deepak Chopra.
que tu dois certainement connaître, qui allie à la fois la médecine... Le gourou. Ouais, il est un peu considéré comme un gourou qui allie les médecines anciennes aux médecines les plus récentes et même la physique quantique. Moi, honnêtement, il est dans un univers qui est tellement éloigné de tout ce que je croyais connaître quand je l'ai découvert par hasard. Bah regarde, un truc que j'adore faire, parce qu'autrement l'intellect prend le relais, c'est très facile de sélectionner de façon logique. Quand je rentre je choisis pas les grandes surfaces type Fnac, etc. Mais de toute façon au Maroc c'est plus rapide. Dans une librairie. Enfin, je vais même pas sur internet quand je veux choisir un bouquin. Je rentre dans une librairie, je respire un peu, tu vois, pour me détendre et laisser le cerveau s'envoler un petit peu. Et je regarde au hasard quel est le livre qui m'attire. Et très souvent, quand tu le fais de façon très détendue, déconnectée, naturellement, il y a un livre qui va t'attirer, qui est souvent celui qui te ferait le plus de bien à ce moment-là. Moi, je fais vachement confiance à ça. Et il se trouve qu'il y a quelques années, c'était un des bouquins de Deepak Chopra qui s'appelait Le pouvoir des coïncidences. Je connaissais pas Deepak Chopra, je savais pas ce que le mot coïncidence voulait dire. J'étais en mode... Mais je me suis fait confiance, je me dis tiens, c'est marrant, sur les 1000 livres là, c'est lui qui m'a intriguée. Allons-y. Ouais. Et effectivement, ça a été une défragmentation de cerveau, quoi. Tout ce que je croyais savoir, mais avec une approche scientifique, bien expliquée, etc., que j'ai beaucoup aimé. Et ça a été le point de départ qui m'a ouvert la voie sur d'autres façons de penser le monde. Et là, je suis en train de lire son nouveau, qui s'appelle Méta-humain. Et précisément, tout son point, c'est un méta-humain pour lui, c'est un humain qui est pleinement dans tout son potentiel. Et donc, il explore toutes les voies pour se libérer de toutes nos limites, nos croyances, nos limitations au sens large. Donc, ça rejoint complètement. Mais le truc, c'est que lui, il le fait avec la physique quantique, quoi. Donc, tu vois, on est à un autre niveau. Dans une autre dimension. Ouais, il y a lui que j'aurais envie de partager vraiment, pour ceux qui sont prêts à changer leur perception du monde. Sachant qu'il n'est pas gourou, juste écouter ma bonne parole, il est quand même scientifique et une approche très scientifique dans ce qu'il prône. C'est ce que j'aime chez lui. Pour moi, il allie les deux mondes. Et sinon, il y a Napoléon Hill. Un de ses livres les plus connus, c'est Réfléchissez et devenez riche. Riche, exactement. Que je recommande à 3 milliards de % parce que lui, son étude, il a été étudié tous les plus grands de son époque pour comprendre comment ils fonctionnaient dans leur mindset. Et pour moi, tout part de là. Pour que le livre se vende, il a tourné pour gagner beaucoup d'argent. Réfléchissez et devenez riche. Mais je crois qu'au-delà de combien d'argent tu veux gagner, c'est quelle vie tu veux te créer. C'est exactement la même chose. D'aller voir comment les meilleurs, les plus grands de ce monde à l'époque réfléchissaient et se programmer pour atteindre leurs objectifs. Ça a été un gros cadeau aussi pour moi. Donc il y a ces deux auteurs, Deepak Chopra et Napoléon Hill. Quel que soit leur bouquin, c'est des musts. Mais en particulier... soit le pouvoir des coïncidences, soit méta-humain, et soit réfléchissez et devenez riche. Et devenir riche. Parfait. Soraya Masretchbik, ça me fait très 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 plaisir de faire cette discussion avec toi. J'aurais aimé encore rester 1 heure ou 2 heures ou peu importe. On remettra ça sera peut-être hors podcast pour le plaisir d'échanger. Mais je te remercie beaucoup pour ton temps et we've made it. Definitely. Il nous a fallu du temps d'agenda parisien. Mais thank you so much. Vraiment, c'était un plaisir pour moi de partager, de me reconnecter indirectement à travers toi avec le Maroc. Donc, merci beaucoup pour ce que tu fais et merci beaucoup pour ton rêve à toi, qui est de faire en sorte d'inspirer un maximum de personnes, de leur montrer que les limites c'est dans la tête, parfois aussi dans la réalité, mais d'abord dans la tête. Et c'est celle-là les plus dures. نتمنى يكون هذا الكونتوني يعجبكم وتبارطاجيوه مع اي واحد اللي يقدر يستافد من هاد المواضيع ديال الانتربرونيا اللي كنبارطاجيو في عجاج بودكاست. غادي نتسنى الفيدباك ديالكم في لي كومونتير واي ملاحظات تقدر تعاوني باش نحسن من لا كاليتي ديال البودكاست. وفينالمون واخا هاد البودكاست كاين هذه 3 سنين القناه يلاه بدات، دونك نتمنى التشجيع ديالكم بالابونمون وبالبارطاج. نشوفكم في الحلقه الجايه.